Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Oh, ma sale tête là. Non, il faut. Puis c'est mon téléphone qui tombe aussi. Non, sérieusement, aujourd'hui. Quelle belle journée! Oh! Oh, quelle belle journée là! Merci d'être avec nous ce matin. Mon invité, il rigole aussi. Hein? Vous riez, hein? C'est bien de rire. Quand ça commence comme ça, il ne faut même pas laisser, faut même pas se laisser embarquer par les mauvaises ondes. Voilà quoi. Il faut prouver aux mauvaises ondes que voilà, il en faut plus pour. Quand même. C'est moi quand même. Dis-moi. Non. Super. Allez, bonjour monsieur Ilim. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Très bien. Vous voyez comment on est gentil ici. On ne fatigue pas les invités. On les présente. Monsieur Gérard. C'est votre téléphone qui sonne? Non, c'est... le téléphone de Bala. Bon, ça viendra, on le mettra sur silence bientôt. Vous êtes Gérard Ilim, donc juriste, consultant et collaborateur d'avocat. Vous avez travaillé dans des cabinets? Oui. Vous travaillez dans des cabinets. Vous êtes actuellement où? Je travaille au cabinet d'avocat Maître Ali. Ah ok, super. Vous êtes doctorant en droit privé et en sciences criminelles. C'est vous qui dites que les criminels, c'est la société qui les forme et qui en fait c'est des victimes aussi, entre autres, c'est ça? Oui, plus ou moins, plus ou moins. Sciences criminelles, c'est différent de la criminologie? La criminologie, c'est une branche de la science criminelle. Ah, voilà. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir si un juriste, c'est quelqu'un qui boit du jus et qui rit. Ah, non, c'est quelqu'un qui vend du jus à rien. Ah, rien, ok. Ah, donc, sciences criminelles, c'est pour mieux faire les enquêtes. Comment on voit les séries, les experts ou comment? Non, non, pas vraiment. C'est quoi? C'est beaucoup plus théorique. Quand on fait une thèse en sciences criminelles, c'est pas nécessairement pour aller sur le terrain. C'est pour que ça vous serve à quoi? C'est pour faire quoi? C'est être spécialiste du droit pénal, pouvoir maîtriser les tests qui organisent la répression de l'État face aux délinquants. Voilà. Et on ne peut pas dire que vous n'avez pas d'éléments au Togo. Hein. Vous devez avoir plein d'éléments. Partout dans le monde. Ou bien, il y a plein d'éléments. Hein. Vous allez baigner dedans seulement. Vous allez baigner dedans. Ouais, bien sûr. Alors, bon, puisque vous avez commencé votre travail, forcément, quels sont les crimes les plus récurrents sous nos cieux? C'est vrai que je ne suis pas au tribunal. Au cabinet, on n'a pas affaire seulement aux affaires qui ont trait au pénal, mais j'en ai rencontré très peu. Souvent, d'abord, à commencer par les délits. Il y a plein de délits qu'on constate. Bon, ça, c'est monnaie courante. Voilà, les délits, c'est chap, qui sont connus des juridictions. Des délits qui vont des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, des atteintes à la dignité des personnes. On a aussi des crimes. Oui, c'est le vrai crime. Plein de crimes. Je pense il faut considérer, les gens savent la gradation entre la contravention, le délit et le crime. C'est des niveaux de gradation, je pense, différentes. Le crime, c'est le faux-faux, c'est le sommet de l'Himalaya. Voilà. C'est le sommet des sommets. Le crime, voilà, c'est quand il y a mort d'homme, ou en tout cas, il y a un préjudice qui est proche de la mort d'homme. Oui, mais bon, le crime économique, il n'y a pas forcément mort d'homme. Oui, il faut que c'est des gros crimes. C'est des gros. Il faut regarder les conséquences parallèles. Oui, quand toi, tu t'es fait des trucs comme ça, qu'est-ce que ça enlève collatéraux? C'est d'un côté. C'est pas faux. Maintenant, les crimes qui donnent lieu à mort d'homme, je pense que vous suivez certainement les cours d'assises. Oui, les cours d'assises. Qui ont lieu 2 fois par an. Au niveau de la cour d'appel de Lomé et de celle de Kara. Kara aussi. Donc il y a plein d'infractions qui sont réprimées par... Les crimes passionnels, même sous monsieur. Je rappelle juste qu'une cour d'assises, c'est une cour où on est assis.
Oh là, arrêtez d'embrouiller les élèves là-haut. Chers téléspectateurs, fidèles jeunes téléspectateurs, chaque fois que ce monsieur il prend la parole, on voit pas sa tête, façon, ça y est là. Il ne faut même pas l'écouter. Il faut baisser le volume. Quand c'est lui qui prend la parole, baisser le volume de choses. Est-ce qu'on n'est pas assis au niveau de la cour d'assises? Non. On est debout. Cour debout, c'est Une cour d'assises, c'est solennel. faut laisser le... Yo. Quand c'est le monsieur là, voilà, avec sa tête pourrie là, il prend la parole. Il ne faut même pas l'écouter. C'est ça. Alors, heureusement, on a fait venir monsieur Yilim ce matin au plateau pour échanger, pour nous en dire plus. Il y a une mèche ici qui ne me plaît pas. Je pense que je vais l'ajuster comme ça. Je pense que je vais être plus à l'aise dans tout mon truc. Alors, pour cette affaire depuis plusieurs semaines déjà, qui a fait oublier un peu Covid et compagnie, et puis voilà, pas qui a fait oublier, mais bon, qui a occulté un peu, qui a pris occupé un peu l'actualité, c'est l'affaire des sextapes en milieu scolaire. Depuis la semaine dernière, le verdict est tombé. Les verdicts sont tombés, puisqu'il y a quand même une vingtaine de condamnés finalement. On a voulu en savoir plus sur cette affaire et on est allé choper quelqu'un pour nous en parler. Il est bien renseigné, il va nous en parler, c'est M. Yilim. Donc, alors, on va commencer, l'affaire, la vidéo ont commencé par circuler sur les réseaux ici et là. Qui a porté plainte? Comment est-ce que l'affaire s'est retrouvée au tribunal? Est-ce que c'est le ministère public qui s'est saisi automatiquement? Parce que c'est possible, non? Que le ministère public se saisisse, se dise, ah ça, je veux... Ou alors, c'est quelqu'un qui a dit, ah non, c'est pas la peine, et puis ça enclenche une procédure. Comment ça s'est passé? Dites-moi. Voilà, justement, cette affaire de sextape dans les écoles qui a suscité un émoi total sur la toile et aussi dans la société, partout, a été connue des juridictions du tribunal de première instance, je pense en audience spéciale le 23 juillet dernier. Et tout a commencé par une saisine du procureur de la République. On n'est pas en salle de TD ici. On n'est pas en salle de TD. Je peux faire des TD à l'université de Lomé, ou bien oui. On n'est pas en salle de TD. Oui. Quand vous allez commencer par saisine, machinine, etc. On va y aller. Il faut parler pour le commun des mortels. Les gens qui peuvent mourir dans 120 ans comme moi. Même vous, quand vous dites TD, tout ça, les gens ne comprennent pas. TD, c'est quand... Travaux dirigés. Non, c'est quand on boit du thé en jouant du dé. Est-ce que Daniel va nous laisser tranquille un jour ici? Et vraiment, il faut que Daniel arrête ce délire-là, ou bien? Donc, parlez-nous quoi? Vous voyez, non? Oui. C'est pas des collègues. Oui, en fait... Vraiment, moi, je ne connais pas ça. J'ai fait gauche, je n'ai pas fait droit. Ok. Le ministère des enseignements primaires et secondaires, qui a fait le tour de l'établissement déjà quand il a constaté ces vidéos-là, justement, a saisi le procureur de la République de cette affaire, qui a décidé de poursuivre et a ouvert une enquête, et l'affaire est arrivée devant le tribunal de première instance de Lomé. Ok. Voilà. La partie plaignante, c'était qui alors? Et la partie plaignante, c'est l'État togolais. Ok. Voilà. L'État togolais. Donc quelqu'un va avoir affaire contre l'État togolais. Des petits enfants comme ça qui, à peine 18 ans. Parce que l'État togolais s'est porté partie civile. Patate. Normalement, quand on se porte partie civile à une procédure pénale, on s'attend à une réparation. Un mère et un enfant devraient dédommager même l'État. Sur le principe, oui. Mais seulement à l'audience, l'État ne s'est pas fait représenter. Donc, voilà, il n'y a pas eu... Non, l'État aurait pu se faire représenter par un avocat qui aurait dit, fais ça, plaidoirie, que vraiment, non. Mais les enfants, ça dit l'image des enfants togolais, et pour ce fait, l'État togolais demande une réparation. Et nous demandons environ 4 000. Bien entendu. Le Covid a donné de combien? On a 400 milliards. On va pas. Si on fait 400, ils vont savoir que c'est. Nous demandons une réparation de 375 milliards. Donc c'était possible que l'État fasse ça? Oui, c'est possible. C'est bien possible. Parce que, il faut le dire, c'est l'image du pays qui est souillé. Hier, pas plus qu'hier, j'en discutais avec un ami qui est en France, un Togolais, qui m'a dit qu'il a retrouvé ces vidéos dans un groupe de Facebook du Cameroun. Voilà donc là où l'affaire est déjà arrivée.
Donc ça, c'est pour ce qu'on sait. Ça, c'est pour ce qu'on sait. Voilà. Comme ça, c'est en Alaska, au Groenland. Mais même mes frères martiens, c'est sûr que comme ça, ils sont en train de regarder ça. C'est une situation qui préjudicie incontestablement l'État togolais et qui aurait pu donc se porter partie civile, qui s'est porté partie civile d'ailleurs, donc qui aurait pu demander réparation. Mais ça reste à l'appréciation souveraine du juge. Non, pardon, faut pas on n'en est pas arrivé. Pardon, faut pas traumatiser les enfants déjà. Ouais. C'est les enfants du Togo aussi, il ne faut pas les traumatiser. Et donc, il a porté plainte, le procureur, ils ont ouvert une enquête. Mais ça s'est vite passé. Hein. Oui, c'est allé très vite parce que, vous le savez, c'est une affaire très sensible. Une affaire qui était discutée partout sur les réseaux sociaux et même dans tous les quartiers, les parents et tout, voilà. Donc il fallait aller très vite et comme je l'ai dit, l'enquête a été ouverte très rapidement et puis il y a eu un mandat de dépôt qui a été délivré. Et ils sont allés, les forces de... L'autorité de police judiciaire est allée chercher les cueillir dans les écoles et, bon Dieu. Et d'autres chez eux. Le mandat de dépôt, ça veut dire on les dépose. Voilà, on les a déposés à la brigade de recherche et d'investigation où l'enquête a été menée. Ils ont été interrogés et tout. Et voilà, ils ont répondu à... Ils ont passé combien de jours là-bas? Ils ont fait, je pense, du 16 au 23 juillet. Ils se lavent. Oui. Ils ont fait combien de juillet? Donc, après... non, du 3 ou pas? Du 16 au 23. Donc, c'est le 23 qu'ils ont été jugés. C'est allé très vite, hein, il faut... Mais pour que quelqu'un garde quand même 7 jours, il ne faut pas dire que ça allait très vite. Hein. Non, oui, on dit que ça allait très vite parce que ça peut très vite. Ils auraient pu rester. C'est le temps de finir les enquêtes, de programmer l'audience, tout ça. Ils auraient pu être gardés comme ça. Mais où? Ils auraient pu être envoyés aussi à la prison en attendant de les juger. Bon, là ça dépendrait de la dangerosité ou de la gravité de l'infraction qui leur est reprochée. Et puis peut-être leur âge aussi. Leur âge, fondamentalement c'est des majeurs, c'est pas des mineurs. C'est des majeurs. Ceux qui sont condamnés, on va en parler. On y reviendra, mais fondamentalement, c'est des majeurs. Donc, on ne peut pas considérer que leur âge allait jouer. Peut-être que c'est Covid qui les a aidés aussi. Oui. On ne les a pas envoyés parmi les gens là. Tout à fait. Parce que... mais c'est Covid. C'est une situation aussi qui se pose. Hein, surtout, j'en discutais avec le greffier audiencier qui m'a dit que, en fait, ces derniers temps d'ailleurs, en raison de la crise sanitaire, tout est fait en sorte que les dossiers aillent très très rapidement pour éviter de garder ceux qui ne méritent pas d'être gardés et d'être exposés à des risques de contamination. Et tout, ouais. Donc tout va maintenant très vite. C'est le chance. Ouais. C'est Covid qui on va dire qu'ils sont tombés du bien dans Covid. Ils sont aussi tombés dans une situation qui les arrange. Comme ça, ils vont jamais. Si vous parlez mal de Covid un jour quelque part, il va vous attraper. Forcément, il y a du bien dans Covid. Vous voyez les enfants du Kenya qui ont fait pareil que les enfants du Togo. On les a écoutés, enregistrés, puis on les a laissés rentrer à la maison en attendant que Covid finisse et qu'on enclenche une procédure. Covid a du bien. À leur rencontre. Et donc, ils ont passé 7 jours. Oui. On les a entendus. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit là? Est-ce que vous savez un peu ce qu'ils ont dit? Malheureusement, je n'ai pas vu les PV d'enquête. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont raconté. Quels ont été leurs propos. Est-ce qu'ils ont déjà reconnu les faits ou comment est-ce que ça se passe? Il y a dans un groupe, ça disait, quelqu'un disait qu'il y a une fille qui aurait dit que... Je vais trouver ça. Voilà, je vais même trouver ça rapidement. Je vais trouver ça très rapidement. Je vais trouver ça. En fait, ça expliquait que... oui, ça expliquait. Ça expliquait, en fait, c'était une affaire de téléphone gâté, qu'elle enlève la carte SIM de son téléphone qu'elle aurait remis à une amie, camarade, à son camarade, et que c'est après
son camarade, c'est son frère qui avait vu les images. Sur la SIM. La 4 SIM ou bien la 4 mémoire? Les 4 mémoires là. C'est moi qui parle de 4 SIM. C'est 4 mémoires. Donc elle avait enlevé la 4 mémoire de son téléphone et qu'elle envoie et qu'elle a donné à son ami, et c'est le frère de son ami qui finalement en a... Ça fait une longue histoire. Non, c'est compliqué, hein. Dans l'affaire, moi, je dit, pardonnez, il faut laisser ça. Bon, que... Attendez, je l'ai. Mais c'est possible que quand vous avez votre téléphone qui a un souci, que vous l'amenez chez un technicien, même si vous avez effacé les vidéos, les photos, le technicien qui est du genre Fabrice, quelqu'un qui s'y connaît, il va récupérer je cite, des choses. Je cite un peu les propos dans un groupe où la discussion se tenait. La personne parlait comme si elle était vraiment au courant du dossier. Heureusement que vous y êtes allé aussi et que vous allez nous dire. Il y a une qui disait, je cite, c'était la première semaine de réouverture de classe que j'ai fait l'amour avec mon petit ami dans la salle de classe en posant des autres qui faisaient aussi le sexe. C'est une information que j'ai. C'est avec mon téléphone portable. C'était avec mon téléphone portable qu'une autre camarade filmait. Au cours de la deuxième semaine, j'ai cassé l'écran de mon téléphone par inattention, d'où j'étais obligé de sortir mes puces et 4 mémoires pour le portable de ma camarade en question. Mais entre-temps, son grand frère de la classe supérieure me faisait la cour. Je n'ai jamais donné suite. C'est ainsi qu'il a vu dans le téléphone de sa petite soeur au cours d'une récréation ce que nous avons fait. Et c'est lui qui l'a montré à un autre de ses camarades jusqu'à ce que ça tombe dans le public. Quel que soit le cas, la fille qui parle même là, c'est pas comme si elle était très innocente. Hein. Pourquoi faire des débats en classe? Pourquoi se livrer à des scènes comme ça en classe? Mais j'ai quelqu'un qui... Il y a des gens qui soutiennent en fait qu'aucune vidéo sexuelle ou que les Togolais n'ont pas été punis, qu'aucun élève togolais n'aurait fait de vidéo à caractère sexuel dans cette affaire. Est-ce que c'est vrai? Il soutient, hein, la personne soutient qu'il y a plein de vidéos qui ont circulé sur la toile, mais que aucune vidéo, aucun élève au Togo n'aurait fait de vidéo à caractère sexuel. Est-ce que c'est vrai, vous qui avez été causé là, est-ce que c'est vrai cette affaire? Non, mais écoutez, ça ne peut pas être vrai quand l'affaire a été connue du tribunal, quand les personnes ont été vues. Justement, quand on connaît les écoles dans lesquelles ça s'est passé, quand on est allé chercher les élèves concernés, et voilà, quand on les a passés en confrontation avec les vidéos et tout, et voilà. Ce qui est sûr, si finalement il y a eu condamnation, c'est que les faits qui leur sont reprochés sont avérés. Voilà, donc on ne peut pas dire que ça ne s'est pas passé. Aucun élève n'a fait de vidéo à caractère sexuel. Peut-être ce qu'on peut admettre, peut-être que parmi les vidéos qui ont circulé, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas du Togo. Voilà. Oui, mais dit, même en gras, qu'aucun élève Togolais n'a fait de vidéo à caractère sexuel. Pourquoi ces mêmes élèves d'une certaine école se sont excusés alors avec... Et pourquoi ils ont été condamnés alors? Écoutez, d'abord, on a identifié les écoles. Clairement. Très facilement, de par les tenues que les élèves portent. Et puis après, il y a plein de responsables d'établissements qui se sont prononcés et qui ont pris des mesures, qui ont annoncé des mesures, des sanctions disciplinaires à l'encontre de ces élèves. Donc si ce n'est pas avéré, en vertu de quoi toutes ces informations ont été sorties. Tu vois, non? Voilà. Donc, il faut éviter de tromper les gens. Et puis la fille, comme une fille là qui dit qu'elle a fait ça, et puis on a filmé, c'est pas sa caractère sexuel, donc on n'a qu'à laisser tomber. C'est déjà aberrant, complètement. Transformer les la salle de classe. Et puis c'est pas elle seule qui faisait avec d'autres qui faisaient. Elle faisait et elle savait qu'on la filmait. Ne se dérangeait pas, elle faisait. On l'a filmé avec son téléphone. On est où là? En fait, c'est une infraction. C'est ce qu'on appelle outrage public aux bonnes mœurs. C'est clair. Voilà, donc c'est une infraction prévue et punie par les dispositions du Code pénal. Bien sévèrement punie même. Voilà. Donc déjà le fait de l'avoir fait est une infraction. Le filmer et le mettre sur les réseaux en a une autre. Donc tu as fait, c'est comme si tu avais fait petit péché, il n'y a pas petit péché, il n'y a pas petit péché. Et comme ça, et puis tout le monde, plusieurs personnes n'ont pas vu, mais ça ne t'a pas suivi. Il faut que plusieurs personnes voient. En fait, c'est parce que tu veux montrer tes talents de... Ben, je ne sais pas. Alors, est-ce que toute la procédure s'est déroulée dans les normes? Vu que c'est quand même des élèves,
il y a parmi eux des mineurs aussi, après que la procédure, il y avait des mineurs et des majeurs, tout ça s'était mélangé au début. Est-ce que, selon ce que vous avez vu, est-ce que la procédure s'est déroulée comme elle devrait se dérouler? Oui. Selon les informations que nous avons reçues, tout s'est passé dans les règles de l'art. Et d'ailleurs, on le disait tantôt, ils ont bénéficié de circonstances qui ont fait que le procès allait très très rapidement et ils ont connu vite leur sort. Voilà. Et au-delà de ça, il faut dire qu'ils ont été assistés même par avocats. Il y a eu 3 avocats. Commis d'office ou bien les familles? Non, il y a des familles qui ont constitué ça, ils avaient intérêt. 2 avocats. Et puis il y a un autre qui est venu. Et je pense que les 3 finalement se sont constitués pour défendre le groupe. Tout. Voilà, ils étaient en tout 26. 26 élèves au départ. Donc, dont 20 garçons et 6 filles. Voilà. Donc tout s'est passé normalement. Il y avait les avocats, il y avait le ministère public, voilà, il y avait le juge. Et parmi les 26, il y a vous dites 19, la région parle de 20 condamnations. Hein. Il y a Combien ont été condamnés? C'est 19. 19 ont été condamnés. Et parmi les 19, 10 ont écopé d'une peine de 18 mois avec sursis. Et les 9 autres de 12 mois d'emprisonnement avec sursis. C'est ça. Maintenant, comme ils étaient 26. Justement, il y a deux parmi eux qui sont mineurs et pour lesquels le tribunal a renvoyé le ministère public à mieux se pouvoir. Donc, a ordonné la main levée du mandat de dépôt qui a été... C'est bien, vous êtes reparti ou bien? Vous êtes encore reparti dans vos choses? J'ai cru qu'il parlait en chinois. Vous parlez français? Main levée, tout. Bon, je lève la main. Achille, alors allez-y. Ok, j'explique. C'est une situation de forme. C'est une situation de forme qu'est la minorité d'un prévenu devant le tribunal de droit commun. Voilà. Donc, quand un mineur est attrait devant... Mineur, ça dit que ça n'a pas encore 18 ans. Justement. Mais ça fait faire des choses comme ça. Quand il se retrouve devant le tribunal de droit commun, le tribunal n'est pas compétent pour connaître de son affaire, de son infraction, parce que c'est un mineur et il y a un tribunal spécial pour mineurs, qu'on appelle le tribunal pour enfants. Voilà. Donc quand c'est comme ça, le juge, le tribunal de première instance ne peut pas se prononcer. Il demande tout simplement au ministère public qui poursuit, parce que c'est le ministère public qui est le défenseur de la loi. Donc c'est le ministère qui poursuit et le tribunal demande au ministère de revoir sa poursuite, voilà, de savoir que tu t'es trompé de lieu. Il faut raviser. Il faut aller au meilleur lieu. Voilà quoi. Si tu t'es trompé d'adresse, c'est pas ici. Pour eux là, c'est pas ici. Pour eux, c'est devant. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour ces 2 mineurs. Et donc maintenant, on ne sait pas si le ministère public va effectivement reprendre une procédure alors en contre. Ça, j'ai pas eu cette information. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que cette décision a été suivi de l'ordonnance de main levée. Donc le tribunal de première instance a ordonné la main levée de leur mandat de dépôt. Tout le monde n'a qu'à faire. On les libère pour l'instant. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc eux, ils sont libérés. En attendant que le ministère public choisisse de reprendre la procédure normalement au niveau du tribunal pour enfants ou pas. Mais là, quand on dit qu'ils sont condamnés avec sursis pour les 19 là. Je pense qu'il y a 4 autres. Il y a 4 autres, oui, bien sûr. Il y a 4 autres qui sont déclarés non coupables. Après examination des faits. Et ils ne cherchaient pas dans les vidéos? Ça, c'est l'enquête. Souvent, quand on rédige une plainte, on adresse la plainte contre la personne qu'on connaît et contre toute autre personne que l'enquête pourrait révéler. Donc, ils se sont retrouvés dans le lot. Dans le lot. Voilà, justement. Et après, le juge a apprécié, il s'est rendu compte que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas avérés et on les a libérés. Il y a même un autre, pour que ça fasse 26, qui, en raison du doute, a été aussi relaxé. Lui, on ne sait pas si... il est dedans. Non, il est dedans. Il y a un principe en droit qui dit que le doute profite à l'accusé. Donc, dès lors qu'il existe un doute qui plane, on ne sait pas si
il est ou non impliqué, il vaut mieux le libérer. Voilà. Il vaut mieux libérer, on dit, il vaut mieux libérer un coupable que de garder un innocent. Voilà. Donc pour éviter le risque de condamner un innocent, dès lors qu'il y a un seul brin de doute, on libère tout simplement la personne. Donc c'est ce qui s'est passé avec un des 26 élèves. Il est dedans. Il est dedans. Ne prenez pas la place du juge. Hein. Je sais. Le juge a déjà fait son travail. Il se dedans. Mais c'est sa chance. Maintenant sur les 19. Sur les 19 condamnés avec sursis, ça veut dire quoi? Condamnés avec sursis, je vais commencer par dire ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mis hors de cause. C'est-à-dire qu'ils ont fait. Justement. Ce qu'on leur reproche là. Ils sont bien coupables même. Tout à fait. Mais seulement l'exécution de la peine dont ils ont écopé, la peine dont ils ont écopé, leur sera tout simplement déchargée. Ils ne vont pas faire la prison en raison de certaines circonstances. Ils vont passer les examens, etc., 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 etc. Mais ils ne doivent pas quitter le territoire. Ça dépend. Ça dépend. Si c'est un sursis probatoire, le juge peut assortir le sursis d'un certain nombre de conditions, voilà, d'un certain nombre d'obligations ou de contrôles. Donc si c'est le cas, on peut leur interdire notamment de ne pas quitter le territoire. On peut leur interdire de ne pas fréquenter certains endroits, voilà, comme les bars, les boîtes de nuit. Normalement, on devrait ajouter ça. On peut aussi aller dans les vidéoclubs. Il peut aussi s'agir de certaines obligations, comme l'obligation de réparer le préjudice. Hein? Condamnation à des travaux d'intérêt public. Justement. Pendant les vacances, ils vont balayer jusqu'à... On aurait pu leur faire ça, non? Là, ça restera une condamnation, ça ne sera pas un sursis. S'il faut les condamner à des travaux d'intérêt public, c'est plus sursis. C'est une peine exécutée. Donc, ce n'est plus sursis. Voilà, c'est ça. On ne peut pas faire sursis, tu es dehors, mais tu travailles. Là, peut-être ça va contribuer plutôt à ta formation personnelle. C'est ce que je dis. Donc, tu es obligé, par exemple, de faire, de suivre avec assiduité une formation donnée. Dans le sursis, là aussi. Oui, dans le sursis. C'est ce que je dis. Balayer aussi, c'est... Si on a le temps d'aller faire des choses comme ça, on peut se former au balai. Mais en fait, l'intérêt là-bas, c'est pas de sanctionner, mais c'est plutôt pédagogique. Je pense que c'est de s'assurer que le prévenu va pouvoir changer son comportement et de pouvoir se réinsérer après. Normalement, il devrait avoir un truc comme ça pour ces enfants, non? Oui. Normalement. Bon, ils ne sont pas des mineurs, il faut qu'on le reprécise. Je ne refuse pas, mais il devrait avoir quelque chose comme ça. Oui, il y a des ONG, il y a plein d'ONG qui ont des projets comme ça, professionnels des prévenus ou des anciens détenus et tout. Mais non, ils ne vont pas faire la prison, mais ils sont bien condamnés. C'est-à-dire qu'ils sont coupables des faits qu'on leur reproche. Tout à fait. Et ils ne vont pas faire la prison. Ils ne vont pas faire la prison. On a commencé par se plaindre de leur cas déjà. On a commencé par dire leur vie professionnelle, la peine même pas commencé, elle est menacée, etc. Qu'en est-il concrètement quand on est condamné avec sursis, par exemple dans leur cas, pour certains concours, pour des recrutements, etc., on demande le casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Si on va prendre le casier judiciaire de ces enfants-là, plus tard, est-ce qu'on verra cette condamnation dessus? Par rapport au casier judiciaire, le code de procédure pénale prévoit 3 bulletins au casier judiciaire de chaque citoyen. Le bulletin numéro 1 qui comporte toutes les condamnations. Le bulletin numéro 2 qui se rapporte aux condamnations liées au droit de vote, et donc au droit public, au droit civil plutôt de la personne. Et le bulletin numéro 3 qui se rapporte aux condamnations à des peines privatives de liberté non assorties de sursis ou en tout cas qui n'ont pas connu de réhabilitation. Wow. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque vous êtes condamné avec sursis, selon ce que la loi dit, cette condamnation ne doit pas pouvoir être inscrite
sur le votre bulletin numéro 3. Or, comme vous le savez, c'est le bulletin numéro 3 c'est le bulletin numéro 3 qu'on demande souvent aux différents concours et tout. Et donc, sur le principe, on peut estimer que pour ces élèves qui ont été condamnés, comme la condamnation a été assortie d'un sursis, donc leur bulletin numéro 3 ne sera pas mais non, sali. est-ce que c'est possible? Oui. C'est pas terminé parce que la condamnation reste inscrite sur le bulletin numéro 1. Et avec ça, si dans les périodes qui suivent, ils commettent encore une autre infraction. Voilà. Ça veut dire que ça annule complètement le sursis dont ils bénéficient. Donc ça veut dire que dans les 18 mois, bien 12 mois, vous avez dit 18 mois, 12 mois, non? Non, pas forcément dans les 18 mois. Ça dépend. Mais c'est pas au cours du sursis que quand tu commets une infraction, ça t'en va, c'est comme un monopoly. Même après, le juge peut donner une période, ce qui va au-delà même du temps de condamnation. Ok. Le juge peut donner, oui, parce que justement, ça s'appelle la récidive. Lorsque vous reprenez, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que celui qui commet l'infraction pour la première fois. Voilà. Donc, même au-delà, le juge peut le faire. Le juge a toute la latitude de le faire. La loi n'a pas prévu de limitation. Voilà. Donc, ça fait que, après, si un des condamnés se permet de récidiver, quelle que soit une autre infraction, quelle que soit l'infraction. Oui, quelle que soit l'infraction, le juge va annuler le sursis et ajouter le temps de condamnation dont la personne avait bénéficié en raison du sursis, au temps qui correspond à la nouvelle infraction. C'est pas vrai. Donc, par exemple, si une personne est condamnée à 2 ans d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, ça veut dire que la personne va faire un an de prison et être libérée. Et quand elle sera dehors, si elle commet l'infraction, par exemple, elle commet une infraction dans les 3 mois qui suivent, ça veut dire que lors du procès, le juge va comptabiliser. Donc, il reste 9 mois à courir, donc, comme sursis. Elle va faire les 9 mois. Le juge va ajouter les 9 mois à la nouvelle peine. Justement. Donc, s'il a 2 ans, s'il écope d'une peine de 2 ans nouvellement, ça fait 2 ans, plus 9 mois. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est l'intérêt d'inscrire les condamnations, même avec sursis, au casier numéro 1. Pour savoir à quel individu on a affaire. Voilà, tout à fait. Quand une affaire se présente devant les juridictions. Ouais, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'au cours de la peine, là, au cours du sursis, s'ils commettent une infraction, la procédure est différente? Parce qu'on entend souvent dire que quand tu es en sursis et que tu commets une infraction, il y aura pour certaines où on ne te juge plus forcément avant de te débarquer là-bas. Que tu vas en attendant. Oui, mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Comment la police ne viendra pas t'attraper pour aller t'envoyer à la prison. Non, il faut une procédure. Ça commence par le ministère public. Le ministère public doit pouvoir requérir le juge pour l'annoncer que voilà, tel qui est en sursis a commis une infraction et donc on doit pouvoir annuler. Et ça, c'est pas seulement l'infraction. Si par exemple le sursis est assorti d'obligations et que le ministère public se rend compte que vous n'avez pas respecté une des obligations assorties au sursis, automatiquement on peut requérir le juge et le juge va annuler le sursis et le temps qui reste à courir, vous allez retourner pour le passer en prison. Vous retournez faire le sursis. C'est bien. Vous n'avez qu'à ouvrir les oreilles. Non, sérieux. Parce qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils attendent. Il faut qu'ils sachent ce dans quoi ils sont. Et puis pour les autres également, il faut qu'on sache. Nous, on est censé ignorer la loi. Je pense que cette émission est d'ailleurs pédagogique. Parce que au-delà de tout, il faut qu'on éclaire l'opinion publique et surtout qu'on mette en garde ceux qui ont été condamnés et ceux qui seraient tentés. C'est ça, d'éventuels. Parce qu'en même temps, tout le monde, nous sommes de potentiels prisonniers. Là. On est des potentiels prisonniers, où que l'on soit. Maintenant, le bulletin numéro 3, qui ne sera pas taché pour ces enfants-là, ça ne veut pas dire que chercher un boulot demain,
ils sont exemptés, que cette affaire ne les suive pas. Oui, c'est clair, mais ça ne relèvera pas de la justice. Hein. Ça relève de la discrétion de tout employeur. Écoutez, tout employeur, quand il veut recruter, il fait quand même une petite enquête de moralité sur la personne, surtout quand il s'agit d'un poste stratégique. On fait une enquête de moralité sur la personne pour voir est-ce que c'est quelqu'un voilà, en qui on peut avoir confiance, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux. Et pour des gens qui traînent, comme on le dit, de ce genre de casserole, franchement, ça ne va pas du tout les aider. Ça va pas du tout les aider. Peut-être, comme quelqu'un le dirait, sauf à se trouver un boulot dans le domaine pornographique. C'est comme dans cette semaine, il y a eu, je pense, c'est une banque en Afrique centrale qui faisait une conférence Zoom et l'un des intervenants était soi-disant mêlé à des affaires de, je pense, violence conjugale ou un truc, harcèlement, quelque chose comme ça. Mais les gens se sont plaints de cette personne jusqu'à ce que la conférence soit annulée. La banque n'a pas... ils n'ont plus fait la conférence Zoom parce qu'ils ne voulaient pas que ça entache leur image. Attends, juste une conférence, hein. C'est un intervenant sur la conférence. C'est un intervenant, oui, c'est un des intervenants. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui travaillait pour la banque. C'est juste un intervenant. Vous imaginez à quel point... Un consultant, quoi. Oui, c'est grave. C'est le genre de situation qui arrive en France. Dans les pays européens, ça va très vite. Hein. On ressort les affaires enfouies, même avant qu'on enquête ton grand-père, l'affaire était enfouie. Mais je pense qu'actuellement, il y a une affaire. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. Le nouveau gouvernement. Il y a une femme qui... Donc, moi, je pense que c'est ce genre de situation qui vont arriver chez nous ici dans 10-15 ans. Oui, mais là, ça va être très très rapide. Les enfants, les noms n'ont pas circulé sur les réseaux aussi. C'est les images seulement. Les noms n'ont pas circulé. Je pense qu'il vaut mieux que leur nom apparaisse. C'est ce que je dis, que comme les noms n'ont pas circulé là, ils peuvent passer incognito, non? Vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, il y a des applications qui, on fait des recherches avec images, on trouve facilement le nom. Ouais. C'est pas comme Google où on met le nom. Non, Google, il y a Google Images. Hein, tu prends la photo, tu la mets dans la barre de recherche de Google. Et ça me ressort les photos, les images, toutes les informations sur la personne. Écoutez, souvent, comment ça marche? Souvent, ça part de quelqu'un qui a une dent contre vous. Oui. Déjà. Voilà. Oui. Et que la personne sait qu'on va vous nommer quelque part, ou bien on vous a nommé quelque part. Donc, c'est ce genre de situation qu'on ne peut pas vraiment prévoir. On ne peut pas prévoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça peut ressortir d'un jour à l'autre. Ça peut ressortir. Et une fois qu'on publie, il faut le dire, une fois qu'on publie une vidéo, un fichier sur Internet, même si on le supprime, Internet a de la mémoire. Internet va toujours garder la vidéo. C'est comme ça que ça marche. Donc, j'aimerais attirer l'attention de nos jeunes frères qui, franchement... et sœurs aussi. Voilà. Qui passent tout le temps à publier des photos, parfois. Devant des bouteilles, éméchées, en pleine fête, des trucs. C'est des publications qui vont les rattraper d'un jour à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on pas de jeunes, ils peuvent les rattraper. Il ne faut pas dire qu'ils doivent. Non, si vous dites qu'ils vont là, c'est comme profession. Il faut relativiser. Ça nous rattrape. Tu imagines, tu vas chercher le boulot dans une institution, on ne sait pas, et le responsable décide d'aller fouiller un peu. Il va fouiller un peu ton compte Facebook. Et il ne voit que des photos de quelqu'un qui fait la fête tous les week-ends, qui boit. Les bouteilles sont allées comme ça et puis on... Non, c'est pas dit non, je ne vais pas prendre quelqu'un comme ça dans ma boîte qui va vider ma caisse pour aller. Même si celui qui fait la recherche lui-même il boit comme ça, il ne va pas vouloir que deux capitaines sur le même bateau, ça ne le fait pas. Donc il faut savoir quoi mettre sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Je pense que c'est pédagogique, il faut qu'on le souligne, il faut que les gens se ressaisissent parce que c'est très facile aujourd'hui d'aller sur Facebook et de voir franchement des photos c'est pas la peine qui disent pas leur nom, c'est pas vraiment décent et tout. Des gens ils se disent oui, aujourd'hui je suis encore jeune, je peux me permettre tout ce que je veux, mais attention, demain on ne sait pas ce qui nous attend. On peut être appelé à des postes de responsabilité et tout, et très rapidement c'est ça qui va nous couler. Proprement même.
Hier encore, l'outil informatique et Internet n'était pas développé. Donc, les choses se faisaient sans qu'on ne le sache. Aujourd'hui, avec cet outil, nous prenons notre propre argent pour les acheter et nous faisons du tort avec. Je pense qu'il faut qu'on se réveille, qu'on soit un peu plus vigilant vis-à-vis de ce que nous... C'est peut-être le lieu d'interpeller les médias. Il faut peut-être souvent sensibiliser là-dessus. Parce que les gens ne savent pas. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Mais ça, on dit toujours. Est-ce que nous ne sommes pas les seuls à le dire? Mais on le sait. Aujourd'hui, qui va me dire encore qu'il ne sait pas ça? Non, attends. Qui va dire qu'on ne sait pas ça? Mais c'est pas possible. Là. Oui, ben, les gens, bon, il faut le dire, c'est la jeunesse. Hein. On pense que mettre ces images-là aujourd'hui, on fait le beau, on est au top. On fait le buzz. Voilà, on fait le buzz. Les gens pensent qu'on a une vie en haut. Voilà, mieux une noire, on oublie les conséquences qui vont en découler. C'est dans un film, ça disait, quand tu fais la, pense aux conséquences, lui de finesse. Mais en même temps, j'aimerais préciser que pour ces élèves, cette condamnation n'est pas une fatalité. Oui, il faut aussi leur dire ça. C'est pas une fatalité. D'ailleurs, c'est une chance qu'ils ont eue, parce qu'il faut le reconnaître, le juge a été très clément. Le juge a été parce que la peine aurait pu être autre. Hein. Justement. Donc, comme ça a été le cas, je pense que c'est l'occasion pour eux de se ressaisir et de se mettre sérieusement au travail. Pour pouvoir... parce qu'ils sont tous en cas d'examen. Quelqu'un n'a qu'à échouer, voir. C'est moi-même, je vais m'occuper de son cas. Non, sérieux, vous devez réussir. Il faut qu'il prouve, hein, il faut que là, par ça, il prouve aux gens qui ne sont pas des fainéants, qui ne sont pas des paresseux. Parce que je sais qu'il y a... Même vis-à-vis de leurs parents. Oui, il y en a qui sont dans le lot, comme ça, juste... par suivisme, ils ne sont pas des bandits à la base, c'est pas des... Voilà quoi. Et que ça les attrape comme ça, ils doivent être très démoralisés. Mais ce n'est pas le moment d'être à terre, comme vous dites. Tout à fait. Il faut prouver qu'on n'est pas comme ça. Il faut se ressaisir, se mettre au travail, se dire que demain, même si personne ne voudra de moi dans son entreprise, peut-être que moi-même je peux créer ma entreprise. Et puis voilà. Ou même par l'efficacité du travail que je fais, l'efficacité, l'expertise que moi-même je me suis cultivée. Je suis certain que cette casserole que je traîne ne va pas le poids. Voilà, m'empêcher de pouvoir m'épanouir professionnellement. Voilà. Donc je pense que c'est l'occasion pour eux de vraiment se mettre au travail et de faire la différence. Ça doit être un défi pour eux à relever. Et j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir le faire. Ils peuvent créer un club aussi, ils vont l'appeler. C'est pas le club des condamnés de la fête. Non, mais sérieux. Non, je pense peuvent créer, ils peuvent constituer un groupe, mais pour faire du lobby, de la sensibilisation, c'est quelque chose qui peut basculer le truc. Ils peuvent créer un club, ils se mettent ensemble, te dire, passer d'école en école pour parler à leur père, que ici se sont laissés à un moment d'égarement, mais le faire sincèrement. S'ils font une action comme ça, je pense que ça va rapidement quand même effacer ce qu'ils ont fait derrière. Ça, c'est s'ils sont sincères, s'ils ne sont pas habitués de la chose, si ce n'est pas des professionnels pornographes, ça c'est si ils regrettent ce qui est arrivé, ils ont compris que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait, ils pourraient faire quelque chose comme ça. Et puis ça porterait. Ils seraient vraiment accompagnés. Le Bala les recevrait très souvent. Ils pourraient avoir des partenaires pour les accompagner, pour aller dans les établissements, rencontrer les jeunes, leur parler de leur propre expérience. Ce qu'ils ont fait, on a fait ça, c'était pas bien, on n'avait pas compris. Donner des conseils. Je pense que ça va être plus pertinent que des jeunes écoutent leur père leur parler de ça que ce soit d'autres personnes. Leur expérience, leur partage d'expérience doit être très efficace. Ils peuvent penser à faire des choses comme ça. Hein. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. S'ils nous suivent d'ailleurs, je pense qu'ils peuvent, peuvent en profiter pour saisir l'occasion et transformer la situation dramatique en une situation plus ou moins favorable. C'est complètement possible. C'est complètement possible. Il faut transformer l'essai. Non, on ne va pas transformer cette question-là. Non, c'est complètement possible. Regardez, à la base, regardez, au début, je prends l'exemple bête, ce n'est pas de la discrimination, mais c'est pour illustrer, du VIH-Sida. Avant, tu avais le VIH-Sida, patate. Mais il y a des gens qui ont su.
qu'avec leur statut, ils peuvent faire avancer la cause. Ouais. Et puis vivre bien de la chose aussi. Ben, tu te déclares, mais tu sensibilises, tu fais avancer la cause, puisque toi, tu es appelé à vivre avec la chose à vie. Ça améliore ta situation. Tu prends le truc du côté plutôt positif que de te lamenter sur ton sort. En toute chose, il faut savoir prendre le meilleur côté des choses, de la chose. Donc, il faut vraiment qu'ils réagissent autrement, se consacrer actuellement, c'est focus sur les examens. Après les examens, ils peuvent s'organiser, mais vraiment à percuter, à impacter les jeunes de leur âge. On n'a pas fini, on continue. Oui, je pense qu'il y a des ONG qui s'intéressent à l'enfance, à l'éducation, qui vont peut-être profiter de cette situation pour initier des projets de sensibilisation. Et pourquoi pas même des projets ciblés vis-à-vis de ces élèves condamnés pour revoir leur éducation, pour leur donner une autre dynamique. Et peut-être, pourquoi pas leur soumettre de telles idées, de pouvoir les aider à les développer pour pouvoir avancer. Je pense que les ONG doivent être interpellés sur cet aspect de la chose. Cette condamnation, ce n'est pas une condamnation des élèves seulement. C'est une condamnation aussi bien des élèves que des parents. On va en parler tout de suite. Mais eux, encore heureusement que c'est ceci. Si c'était peine de prison, l'enfant fait une semaine, le parent fait une semaine. Ils vont, groupe habitable, l'enfant finit une semaine, le parent va remplacer une semaine. Il sort, l'enfant va une semaine, le parent va faire une semaine. On va en parler tout de suite. Juridiquement, ça ne tient pas. Bah, ça, excusez-moi. On revient à la chose. Mais voilà, c'est l'homme qui fait la loi, c'est l'homme qui peut dire. Laissez ça. Pour l'instant, juridiquement, ça ne tient pas. Juridiquement, je sais que ça ne tient pas. Mais c'est l'homme qui fait la loi, l'homme. Mais socialement, il faut dire que la responsabilité des parents... Très engagée, mais c'est eux qui ne sont pas condamnés. Elle est engagée, voilà. Bon, peut-être que la condamnation des parents, elle n'est pas judiciaire. Mais socialement, mais vraiment... Elle est sociale. Parce que c'est un poids lourd. Hein. C'est un poids social qu'il faut supporter. C'est dans la famille, dans le quartier, dans la communauté, dans le service. C'est un appel qu'il faut lancer aussi à ces parents-là. Il faut le dire, hein, il ne faut pas mâcher les mots, qui refusent d'éduquer leurs enfants. Oui. Voilà. Il y a des parents qui, franchement, laissent libre cours aux enfants de faire tout ce que bon leur semble. Et puis voilà, ça part vraiment... Pour eux, c'est aller au boulot. Je ne dis pas que les enfants qui ont été condamnés, c'est parce que leurs parents ont refusé de les éduquer. Non, on ne dit pas ça. Mais c'est des genres de situations qu'on rencontre. Voilà. Quand on côtoie vraiment le quotidien de certaines familles, on voit vraiment ce qui se passe. On laisse aller, on laisse aller des parents qui ne s'intéressent pas du tout à la situation de l'enfant, des parents qui sont toujours absents. Quand vous dites qu'ils ne s'intéressent pas, ils vont dire non, je fais tout. Je paye collage, je le loge, il a argent de poche, je peux son crédit de téléphone. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas la présence matérielle comme ça qu'on parle, de ça qu'on parle. De la présence physique, de la relation entre un parent et un enfant. C'est important. D'un parent qui suit les pas que l'enfant pose. Tout à fait. C'est de ça qu'on parle. Tout à fait, c'est de ça qu'on parle. Et peut-être qu'il y a des parents qui voient déjà leurs enfants partir dans ce genre d'embrouille. C'est l'occasion de les ressaisir. Je pense que si on les sanctionne à la maison, déjà, ils vont se corriger. Et ils ne vont pas transporter ça dehors. Voilà, ils n'iront pas forcément au tribunal pour se faire sanctionner. Et puis il y a quand même l'autre cas aussi des parents qui tiennent trop fort, qui sanctionnent tellement l'enfant à la maison que dehors, l'enfant se lâche à tout. Donc c'est pas les deux extrêmes, c'est le milieu. Il y en a qui, à la maison, ça ne parle pas. Papa, maman, ça te suit. Mais quand ils sont dehors, ils se lâchent. Ça peut donner aussi des choses comme ça. Oui, c'est pour ça. C'est pas de ça qu'on parle aussi. En pédagogie, c'est pour ça qu'en pédagogie, on conseille la méthode du bâton et de la carotte. Voilà. Je pense qu'il faut trouver ce juste milieu-là pour pouvoir intéresser l'enfant à faire du bien. On est en société, tout le monde, on ne peut pas espérer que dans la société tout le monde soit bien. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des gens, s'ils avaient été ressaisis, s'ils avaient été encadrés comme il se doit, ils n'auraient pas viré de l'autre côté. C'est ça. Donc il faut vraiment que des parents se ressaisissent. Il faut trouver du temps pour les enfants. Discuter avec les enfants, voir concrètement ce que les enfants font quand ils sortent. C'est vrai, ils ne vont pas vouloir parler, mais il faut créer une complicité. Il faut créer une complicité vis-à-vis des enfants. Ça va permettre de les recadrer. Et puis aujourd'hui, les enfants là,
sous d'autres cieux, ils auraient besoin d'un accompagnement psychologique, ils doivent être traumatisés. Ce n'est pas l'occasion à la maison, maintenant, parents, de les insulter, de leur dire hey, ça c'est ce que tu sais faire ça. Voilà que tu es condamné. Ce n'est pas l'occasion de tourner le couteau dans la plaie. Ce n'est pas l'occasion, même vraiment pas l'occasion. Même si votre enfant, il fait des trucs comme ça depuis que vous le reprenez, aujourd'hui, c'est la société qui vient sanctionner l'enfant. Vous lui dites, tu vois, je te dis ça à la maison, tu refuses. Voici, voilà où tu nous amènes. C'est pas l'occasion, hein. C'est pas une raison pour lui chanter ça tout le temps, pour lui chanter, parce que ça peut, des esprits fragiles, ça va le braquer, des esprits d'enfants fragiles pourraient arriver à commettre des actes irréparables, hein, ou bien? Oui, ça c'est vrai. Je pense que il faut, au lieu d'enfoncer davantage les enfants, il faut plutôt trouver une méthode, comme je le dis, du juste milieu pour pouvoir les ramener à la raison. Et ça ne doit pas se faire avec brutalité, ça ne doit pas se faire avec des injures à gauche, à droite, à tout bout de champ. Mais il faut toujours continuer par les considérer comme leurs propres enfants. Et avec tout les aimer, les accompagner. Voilà. Maintenant, peut-être être un peu plus rigoureux par rapport à ce que les enfants se permettent de faire. Tout simplement. Ouais. Super, c'est cool. C'est cool. Restez avec nous. On va souffler et on revient tout de suite derrière. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, mais il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. J'arrive. Éléonore, comment vous allez? Est-ce qu'on s'est même dit bonjour avant de se lancer dans la discussion? Même pas. On ne s'est même pas dit, mais c'est bizarre. C'est tellement le sujet, je ne leur ai même pas dit bonjour, c'est pas vrai. Donc j'ai commencé par dire bonjour à monsieur Hilib et puis c'est parti. Comme ça, personne ne peut plus m'arrêter. Bon, on va faire comment? C'est comme ça. On vous connaît, donc on prend ça comme ça. On prend le train à marche. Il ne faut pas prendre pour travailler. Les enfants ne disent pas ça. Si vous écrivez ça sur vos copies, vous allez avoir de mauvaises notes. Allez, hier c'était la Tabaski, le week-end, un long week-end. Oh là là! Oh, mes mignons amis musulmans, vous allez bien? C'est pas qu'hier, hein? C'est vendredi, samedi, dimanche. Quand le week-end est prolongé et puis il y a une fête, c'est que c'est sur les 3 jours. Hein? Quand c'est comme ça, tout le monde se rappelle ses amis musulmans. Ah, je les aime, même mes amis musulmans. Oh là là, mais les musulmans, c'est des gens, quoi. Non, mais si dans ton contact, tu n'as pas de musulmans, voilà, tu n'as rien fait. Monsieur Gérard, vous avez des musulmans, vous connaissez des musulmans, non? Oui. Vous les aimez beaucoup, non? Surtout à la fois, moi, je les adore. Moi, depuis toute la semaine, j'ai pris les nouvelles tous les matins. Et vous êtes là-bas. Oh, j'espère que vous allez bien. Ils sont mignons, les musulmans. Pourquoi vous rigolez comme si? Non, tu es en train de dire une vérité que tout le monde connaît. Merci. Merci. Ils sont mignons, ils sont gentils, ils sont nanana. Cadeau qui pleut. On voit hier avec un bœuf par terre, des trans qui rentrent dans toutes les maisons. Il suffit d'être ami, c'est tout. C'est ça là. C'est ça seulement. Les amis.
musulmans. Comme ça, comme la bouffe dit, elle n'est pas finie là. Elle ne continue pas finie. Et ils sont mignons, ils sont gentils. Je suis là. C'est vrai que depuis quelques jours, on voit ça et là sur les réseaux sociaux. Des messages. Des messages de sympathie. Non, c'est comme ça qu'on est toujours. Mais comment on ne peut pas l'adresser, ce message, tous les jours? Donc, c'est comme ça on est. Hein? C'est comme ça. On est seulement. Les musulmans, on les aime comme ça, gros, comme ça. J'espère que c'est sans contrepartie. Oh, alors, quelle insulte à ma personne, s'il vous plaît. On ne peut plus aimer personne de façon désintéressée sur terre. Bah, c'est tant mieux alors. C'est tant mieux. Alors, chers amis, il ne faut pas rompre l'amitié. Hein? On est amis, non? Gardons l'amitié. Et donc, pour votre fête, la Tabaski, il nous a plu de tout savoir autour de la Tabaski, la symbolique, l'historique, etc. Et surtout le nom Tabaski. Est-ce qu'on l'appelle Tabaski ici au Togo, ou je sais qu'on appelle Tabaski à Lomé et puis à Kouméa? Ça, c'est bien acquis. Est-ce qu'on l'appelle Tabaski en Turquie? Est-ce qu'on appelle Tabaski en Arabie Saoudite? Est-ce qu'on appelle Tabaski... est-ce qu'il y a des dérivés? Je ne sais pas comment on l'appelle. On veut tout savoir aujourd'hui autour de la Tabaski. Et c'est Léonore qui s'y colle dans sa rubrique La Petite Histoire. Hier, 31 juillet, donc, les filles des musulmans, vous avez fêté. Nous avons fêté ensemble. Il fallait me voir avec un voile. C'était très joli. Mais ce n'était pas très pratique pour manger. Et voilà, la Tabaski, c'est l'une des plus importantes fêtes du calendrier musulman. Et voilà, les appellations diffèrent selon les communautés. Et cette fête se retrouve historiquement dans les récits coraniques. Oui. Et dans la Bible aussi. Oui, dans la Bible aussi. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs noms. Il y a par exemple Aïd el-Adha. Aïd al-Adha qui signifie fête du sacrifice en arabe. Il y a Aïd el-Kébir qu'on connaît chez nous. Oui, c'est l'Aïd el-Kébir. Qui signifie la grande fête. Il y a plusieurs noms. Donc, Aïd el-Kébir signifie la grande fête. La grande fête. Aïd al-Adha signifie fête du sacrifice. C'est la même fête, c'est pour désigner quand même la même fête. Alors, elle a lieu le 10 du mois de Dhu al-Hijjah. Donc, c'est le dernier mois du calendrier musulman, soit 50 jours après la fin du Ramadan. Voilà. Et elle marque donc la fin du Hajj également pour ceux qui vont chaque année. C'est en cette période qu'ils vont en pèlerinage et puis font le tour de la Kaaba. Voilà. Vous avez vu les images de cette année? Puis, mais si vous voyez des images pour chercher, c'est très impressionnant parce qu'ils ont fait ça avec le Covid. Généralement, ils sont entassés les uns comme les autres. Chacun cherche sa voie pour passer, pour faire le tour. Mais là, ils ont fait des cercles, mais de la distanciation. Et puis, pour vraiment respecter la distanciation, ils avaient des parapluies. Différentes couleurs, vert, blanc, noir. Donc, avec le parapluie, on ne peut pas se toucher. Donc, il y a le rang de parapluie blanc, le rang de parapluie vert, le rang de parapluie noir. Et ça tournait. C'était quand même une belle image. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas... Mais je ne suis pas sûre qu'Imad peut nous aider à voir le tour de la Kaaba cette année pour le pèlerinage à la Mecque. Alors, comme on l'a dit plus haut, cette fête commémore donc la force de la foi d'Ibrahim. Ibrahim qui est Abraham dans la tradition judéo-chrétienne. Et elle est symbolisée donc par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël. C'est pas son fils Ismaël, son unique fils qu'il a eu quand il était très très vieux, sa femme était très très vieille. Son unique fils. Donc, après cette acceptation de l'ordre divin, Dieu envoie l'archange Gabriel, donc qui est Djibril dans les récits coraniques, qui donc au dernier moment vient substituer à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. Donc c'est en souvenir de cette dévotion d'Ibrahim à son Dieu que les familles musulmanes sacrifient un animal selon les règles en vigueur. Bien joli, regardez ça. Ça c'est ce que les musulmans ils offrent à la famille de leur femme, à la belle famille. Gros bélier comme ça. Alors, le musulman doit se comporter donc au mieux avec l'animal en question, puisque le prophète lui-même l'a dit. Certes, Allah a prescrit l'excellence dans toutes choses. Ainsi, lorsque vous tuez, tuez de manière parfaite. Et si vous égorgez, égorgez de manière parfaite. Que l'un de vous aiguise son couteau et qu'il apaise la bête qui l'égorge. Il y a une certaine manière de... Oui, on ne tue pas n'importe comment. On ne tue pas n'importe comment la bête. Et je pense même qu'il y a des
qu'il y a des incantations qui se font avant de D'abord, tuer. on lave la bête. Les gens lavent souvent la bête. Elle est jolie, elle est propre. On lui passe de l'aimer. On fait des dessins comme ça dans sa pelure. Pour ceux qui sont très à cheval sur la tradition, on lave la bête bien, elle est propre, blanche, bien dodue. Et on lui fait des dessins sur le pelage. Et il récite des versets du Coran. Allah est le plus grand, le plus miséricordieux. Allah, le Dieu clément, le plus grand. Ils font des incantations comme cela en tuant la bête. Voilà. Et ils tranchent bien la gorge de l'animal pour ne pas qu'il souffre beaucoup. Et cette viande donc de sacrifice, il faut aussi l'offrir aux personnes pauvres, les personnes qui n'ont pas les moyens, aux proches, aux voisins, aux collègues. C'est pour ça que souvent le jour de fête, ils ne gardent pas la viande pour eux. Il y a certains mêmes qui achètent 2 bêtes, une pour la maison et une qui servira seulement au partage. C'est ça. Il n'y a pas eu de musulmans dans mon quartier. Moi, je remercie un musulman hier qui m'a donné comme un veau bien dodu comme ça. Un veau entier. Qu'on a distribué dans le quartier, bien sûr. Les voisins, chacun en a eu sa part. Voilà. Ça, c'est les gens de musulmans. Comme vous voulez dans vos contacts. Merci. Et différents noms sont donnés donc à cette fête en fonction de la partie du monde où on se trouve. Donc je l'ai dit tout à l'heure, Aïd el-Adha, le jour du sacrifice. Donc Aïd el-Kébir. Aïd el-Adha, c'est où est-ce qu'ils appellent ça comme ça, vous ne savez pas, je sais pas. Donc Aïd el-Kébir, donc qui est la grande fête, c'est les pays où on parle arabe. C'est un pays où on parle arabe, puisque ce sont des mots arabes. Donc, Aïd el-Kébir, la grande fête, par opposition donc à la petite fête qui est Aïd la fête Aïd el-Fitr, qui est la fête du Ramadan. Voilà. Donc, attends, Aïd el-Fitr, donc c'est petite fête en arabe. Oui. Donc, Aïd el-Kébir, c'est la grande. Donc, Aïd, c'est la fête. Ouais. Kébir, c'est grand. C'est peut-être grand. Voilà. Ok, c'est l'adjectif. Je vois. Super. Et Tabaski, donc, c'est un mot berbère. Qui est souvent utilisé dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc c'est plus particulièrement en Afrique qu'on utilise le terme Tabaski. C'est berbère. Oui, c'est un mot berbère. Tabaski. Voilà. Et toujours donc en Afrique de l'Ouest. Et peut-être on dit Tobaski aussi. On peut dire Tobaski aussi. Tabaski ou Tobaski. Voilà. Et les Peuls donc l'appellent Duldelaya. Et les Haoussa Idin Laya. Voilà. Quoi, je ne sais pas si je prononce bien. Dans nos milieux ici, en Afrique de l'Ouest. Toujours en Afrique. Les Peuls, c'est un peuple qui se retrouve un peu. Il bouge beaucoup. Voilà, il bouge beaucoup. Donc, même Tabaski là, il dit Dulde Laya. Voilà. Et les Haoussa, c'est Idin Laya. Voilà. C'est de la même Tabaski, on parle là. En Afrique du Nord, chez les berbérophones, donc il est appelé Tafaska. Bon, c'est toujours la même sonorité de Tabaski. En Turquie, c'est Kurban Bayram. Même Tabaski là. Oui. Kurban Bayram. Voilà. Et dans les Balkans aussi, c'est Kurban Bajram. En Éthiopie, chacun dans son dialecte. Oui, dans son dialecte. Forcément. Ouais. En Éthiopie, c'est Arifa. Voilà qui est plus facile. En Indonésie, c'est Lebaran Haji. À Bahreïn, donc c'est Ad et Jad. En Iran, Aïd Kurban. Et en Inde, c'est Bakrid. Regardez les images dont je vous parlais. Pour le tour de la Kaaba. C'est comme ça ils sont organisés cette année. Quand tu vois la vidéo, c'est très joli. Ça tourne, les gens tournent. Et puis vous voyez les policiers parmi eux, les gens qui ne sont pas en blanc ou noir là. Ils sont en pantalon, casquette et puis polo en haut là. Oh oui, c'est la police d'ordre ça. Ils sont plein dans tous les rangs.
Ils sont pleins. Donc le voyage a pu quand même se faire. Oui, mais c'est des pays restreints. C'est certains pays simples seulement. Avec un nombre restreint, un nombre par pays. Il y a déjà des gens qui ont pu y aller. Et avec cette organisation comme ça, c'est... Oh, Covid, qui es-tu? Je pense que c'était très sélectif. Hein. C'était très sélectif. Il y en a qui ont été tirés au sort. Hein. Oui. Sur France 24, il y en a qui... C'était comme de la loterie. Donc on se dit... Ceux qui sont allés là-bas, c'est Dieu qui les a choisis cette année pour y aller. Oui. Ça, c'est les images... la grande prière. De prière sous nos cieux. Chacun avec son tapis, oui, distancié, avec le masque. Voilà quoi. C'est... Tonton Covid a fait son show, il fait sa loi, et on s'adapte. On s'adapte à cette maladie-là. Et donc, comme je le disais, en France, par exemple, il est simplement désigné par l'expression la fête du mouton. Ok, en France, vous avez dit en Inde, c'est Bakrid. Oui, donc c'est Bakrid. Voilà. Et en France, la fête du mouton. La fête du mouton. La fête du mouton. Enfin, puisque c'est souvent un mouton qui est égorgé, un mouton adulte. Il faut le préciser, un mouton adulte. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un mouton peuvent acheter une chèvre, je pense. C'est adulte, c'est grand. Oui, un animal adulte. Dans mes recherches, j'ai vu, il parle d'un animal qui a au moins 2 ans, mais je ne sais pas si cette pratique est respectée par les musulmans ou c'est juste voilà, de la littérature. Mais bon, le vendeur, il va te dire que si il a bien engraissé la bête. Non, elle a même 3 ans. Peut-être qu'elle n'a même pas 2 ans. Bon, Dieu, c'est Dieu qui juge tout le monde. Voilà, c'est Dieu qui juge tout le monde. C'est le sacrifice. Et la célébration, elle a même partout, même si les noms changent comme ça. Même si les noms changent, la célébration a même partout. Il y a une grande prière qui se fait. C'est-à-dire que vous parlez de la procédure, du processus quand on se réveille le matin de la Tabaski. Quand on se réveille le matin de la Tabaski, donc il y a la prière du matin que les fidèles font ensemble. Ensuite, de retour à la maison, on prépare la bête pour le sacrifice. Et il y a le sacrifice qui se fait selon les prescriptions de la religion. Et ensuite, le partage, puisque c'est une fête de partage. Et voilà, on donne un peu à... Non, la prière commence avant. La prière ouvre le bal le matin. Oui, c'est la prière qui... Et puis on revient, on égorge. Oui. Et il y a même certains pays où ce n'est pas une seule journée. Hein. J'aime bien ça. Quel pays ça? C'est dans quel pays c'est pas une seule journée de célébration? Dis-moi tout là. Vous allez aller? Faut dire le pays là. Non, ils n'ont pas précisé, mais ils disent que dans certains pays, c'est 4 jours. Parce que les gens veulent tout compris. Ou bien, parce qu'un gros mouton comme ça peut se manger en une seule journée. Non, c'est vraiment que des fois, quand les musulmans vous donnent la nourriture, ça fait faire 3 jours. Ils ne donnent pas en petite quantité. Il faut me dire les jours, ça fait 4 jours. J'ai encore 3 jours à rattraper. Tu n'es pas un jour pour voyager, il y a 2 jours pour manger. Ah oui, c'est vrai que les frontières aériennes sont ouvertes toujours à partir d'aujourd'hui. Les frontières, c'est ouvert, c'est seulement aérienne ou bien les terrestres aussi? Bon, j'ai vu aérienne. L'information que j'ai vue, les informations. Donc, mon pour aller à côté de nous, je vais prendre un vol. Si vous permettez, quand Eleanor parlait de l'âge du mouton ou de la chèvre, ça m'inspire une analyse juridique. Oui, quand vous achetez par exemple, vous allez acheter votre mouton et le vendeur il vous dit le mouton il a 2 ans alors qu'il n'a que 1 an et demi. Ça veut dire qu'il y a dol. Il y a dol. Il y a dol. C'est un vice de consentement. C'est clair. Et sur cette base, vous pouvez demander la nullité de la vente et demander dommage-intérêt. Donc je peux garder la bête. Garder la bête. Mais là, attends, sur la base, je vérifie la date de naissance de la bête. Oui, je pense que à quoi est-ce que je peux savoir? C'est possible. Il y a des tests qu'on peut faire pour facilement trouver l'âge de... Non, pas l'acte de naissance. Non, des tests. Oui, même sur l'être humain. C'est possible de connaître dans les yeux, à travers les yeux, les imbrications, tout ça. Donc la science a tellement évolué. Non, attends, non, je vais acheter ma bête à Gonsimi. Je vais aller à l'expert. Parce qu'on a ouvert les frontières, il faut fatiguer les experts. Non, je vais dépêcher un expert d'Arabie Saoudite pour venir voir si ma bête, elle a 2 ans ou pas. Voilà.
Au frais du vendeur. C'est le genre de situation, il faut le reconnaître, qui difficilement peuvent arriver ici. Oui. Mais dans les pays européens, par exemple, c'est très facile parce que le vendeur, c'est pas quelqu'un qu'on retrouve à un coin de la rue en train de vendre. Il est bien installé. Voilà. Il a une personnalité morale peut-être. On sait que c'est une société qui vend les moutons, qui vend les bœufs et tout. Voilà. Donc si elles se permettent de vendre des moutons qui n'ont pas l'âge requis pour... voilà, il va manger le mouton là, mais il va encore après, très facilement après, les gens peuvent mener des enquêtes et faire des tests sur la viande, et voir si effectivement cette viande a 2 ans d'âge. Elle a 2 ans d'âge. Là-bas, c'est des abattoirs publics. Hein, et voilà, après chez soi à la maison, c'est du coup, ça fait que ça fait que déjà les vendeurs de l'autre côté, ils savent que c'est possible, qu'on puisse faire la procédure. Et ils ne peuvent pas se permettre de tromper les gens. Oh, Agbosi, mais il faut me raconter Agbosi. Oh, le mouton là, il a 7 ans. Il a mangé seulement ça. C'est bouffe seulement le mouton, et puis il est bien rassasié, et puis voilà. Super. Bah, ils ont fêté hier, on a fêté hier. Pourquoi je m'exclus de la fête? On continue de... On est en fête tout ce week-end. On est en fête tout ce week-end. Nous sommes disponibles. Vous avez des amis, ça continue. C'est vrai que je n'ai pas encore reçu d'invitation. Pourquoi depuis hier? Peut-être que c'est l'occasion de lancer un appel. Non, vous ne l'avez pas salué. Non, moi je les comprends parce qu'en fait, ils sont très chargés. Quand ça arrive comme ça, vous imaginez, ils sont par-ci, par-là. C'est pour ça qu'il faut leur rappeler depuis lundi avant vendredi que tu vas bien, c'est juste un coucou. Allô? Là, je me suis fait avoir. Si le duo là, c'est juste pour voir comment tu veux. Kéo, ça va. C'est bon. Notre amitié là, rien ne peut nous séparer. Bonne journée, lundi. Mardi. Oh, non, c'est juste pour voir. Ça va, non? Mais quand il ne faut pas faire Dieu, il faut écrire seulement. Il faut écrire, il faut dire coucou, juste un coucou pour prendre des nouvelles. Jeudi, il ne faut pas écrire le matin, il faut écrire le soir. Allô? Mais je pense que déjà, écrire à la personne pour lui souhaiter bonne fête, c'est déjà un rappel. Attends, c'est jeudi que tu fais ça. Comme c'est vendredi, jeudi tu dis, demain tu auras plein de messages, mais je profite aujourd'hui pour par anticipation te souhaiter. C'est là que tu vas te répondre, ah ok, mais demain viens. Ah. Oh non, vraiment, j'y pensais pas, mais ok, demain. Comme tu insistes, une seule invitation me dit comme tu insistes. À demain. Super. Et non, merci pour cette histoire. Tout de suite derrière vous, on va souffler, Firmin, on va souffler. Et on va aller sur la route, sur la grande route. On a dit qu'on parlerait de quoi, monsieur? Des feux. C'est ça. Et la couleur des ampoules. C'est ça. C'est ça même. Allez, on souffle, on revient tout de suite. Kana yele ti kanda ne yo be bakam kanda fa ko nyina loba na tinsu ye mwishi yesa sanga kere sanga ni sheke shema nyine nzwe bu afrikana hydroalcoolique ye nge bo tongo shema nyine nge peya ye yo ane ne peya fa go yesa na ngurmanu ye bita ankiti be ye nyamfa yo juma ne kaba fati kungerekun moye baiba ne bieso wo kerba nkano nguna sanga be ngunu ni ti nyini tore na lam ma bo jijiki tono soro na afri doctem butangar fulamba ya ne burneku na saram ngana 111 coronavirus ko wenku lado infinang ketempo kan ma ke chando wode de ba iwe ngbante sango pui tin finti tangani iyunte kama tiala ngatbe ne fofo nyanka nyim allo maba mon keltebe ti solution hydroalcoolique amba fi yunte mo tiala chi tiala konke to pol tangali no konga anga ko to pompoi ne te cha to wanta ba se te kata mo te fe fe chi te nga poni anasa ababa na want ayado adu fala na alafa anta ka ti chante be saki anabuka ba na abi bol wonde tapo wonde ka mo ne nya to wata ne chambo onko bi nte bo mo fala boy ne biu aya mugo ke ya pa ne aka bi gbele ni ubo ni nyobu ne baba da fide te ma ke ja coronavirus Lenya temu ahwa pa na coronavirus dolelia agbenono ojade ko nyaza
mi nɔ asi klɔm kple diedi kple adzalɛ alo mianɔ tisi me atike le zã atsɔ nɔ asi tutum mi kpe alo mi nye le abɔgoligo me takuvi si wotsɔ tutuna mi tia ne mi za ɖeka edze be miatsɔe aƒu gbe enumake nenye be ame ɖe le dɔlélia lema nenɔ aƒeme eye baƒo kato nɔba sia dzi 111. Pisa ne kendere ne rekpende lela yo kudonguru ya guzu coronavirus yo le wetina tu wendu yem kelon wezere sango rene senelem no fofo dundung ya fofo le pedangungo enyalo ne si yo jirchire yo ba azimta ngbezi ya njim sule yenungo da ngbezi ya njimsi kizo ya gamelo ngubala gundumi yo ndi labunu gule logu wagwa ye gudongo ne gongo yo njak nyarwa ruru bien iya gangala finimo ganne gamasio vala pa he una be nga minunu hunu gurum français da 111 nana do to da de pere na do to bagana do pere na ko donc na de sam da noze lale na fofo ya lemu ba ya bese hydroalcoolique na dipezi ya de chibase da tanga da noze da do doke ankitiyawa wensi abala na situma bete bajam bembede sena abge danyade do cho de zinda baka de ya lakuto balbede fala nambando kodumu faransa dana 111 appelez le 111. Moi c'est le 111 que j'appelais ici parce que il y a quelqu'un qui toussait ici là. Je ne suis pas dans ça. On appelle ça 11 chap et on vient te récupérer. Et puis tu vas aller dire pourquoi tu tousses. Alors, c'est quel problème j'ai aujourd'hui? Je sais pas. On parle de phare. Je sais. Elle voulait Casimir Guéli. Oh voilà, c'est quoi? C'est la vieille. C'est le petit nom que tu cherchais. J'étais tous sont mélangés. Monsieur Casimir Guédi, merci d'être là. Merci Lise. La semaine dernière, on a rappelé aux téléspectateurs les routes, pas les routes, les voies. La circulation en fait. Quoi. Voilà, comment aborder les intercessions, les différentes sortes d'intercessions. Voilà, c'est surtout ça. Et on leur a rappelé, mais bon, ça n'a pas empêché qu'on voit encore ce genre d'infractions. Oui. En circulation. On a dit que tu veux passer devant la caméra. Donc maintenant tu peux passer. On dit que sur une route, vous voulez rentrer, vous voulez engager sur une grande route. Monsieur Guéli, tout de suite, quand Déo va quitter ce plateau, vous allez, merci Déo, il m'a apporté une bouteille d'eau. Vous allez nous rappeler ce qu'on avait dit brièvement la semaine dernière par rapport aux intercessions, comment aborder la grande route quand on vient d'une route secondaire et tout ça. Bien, merci. Et on a vu les différentes sortes d'intercessions et la manière dont les aborder. Et nous avons parlé de 3 types de manières de les aborder. Quand vous avez la priorité, quand vous devez céder le passage et quand on doit céder le passage. Maintenant, il y a sur des routes, nous avons dit qu'il y a des marquages qu'on appelle les flèches directionnelles qui nous exigent à ce que nous prenons ces voies-là si on veut tourner à gauche ou à droite ou si on veut aller tout droit. Donc, on a parlé de comment le faire. Quand on arrive à une intersection sans signalisation, on est obligé de se contourner au milieu de l'intersection en s'engageant, en essayant de créer un rond-point au milieu et de se contourner. Maintenant, on a parlé de l'intersection à l'indonésienne. Voilà. Et là, il y a des voies de stockage où on est obligé d'aller dans la direction, voilà, sur la flèche, oui, sur la voie de... Voilà. Et on prend la flèche de sélection pour tourner. Et là, on va plus se contourner, mais on tourne directement sur sa gauche, sur l'autre aussi. Et là, il n'y aura plus d'engagement au milieu de l'intersection pour le faire. Ça. Donc, c'est de ça qu'on avait parlé, oui, voilà. À l'Indonésie. On prend le véhicule jaune là, qu'on porte pour rouler. Voilà. Là, il y a un terre-plein. Voilà. Donc, ça, c'est la flèche de sélection. Voilà. L'autre aussi vient. Il s'engage au milieu, on est en face. L'autre veut tourner à droite. Et là, tout le monde va à gauche. Voilà, de bien prendre son temps pour voir en face
C'est pas parce qu'on est avec la flèche de sélection de s'engager, d'y aller directement. Parce que du moment où la voiture s'engage au milieu, il laisse la place à la voiture qui est derrière de passer sur sa droite. Et là, si vous croyez que l'autre va tourner et que vous n'allez pas contourner, vous y allez directement, il peut y avoir accident. Donc, vous allez faire l'action toutefois en essayant de vérifier. Avec vigilance. Vigilance, voilà. On dit souvent en lisant la circulation. Voilà. Lire la circulation. C'est de ça qu'on parle. Alors, la discussion de la fois dernière nous a interpellé, nous a inspiré aussi sur un état de choses que l'on constate, la couleur des phares. Ouais. Est-ce qu'au Togo, il y a une réglementation précise quant à la couleur des phares? Est-ce que les phares doivent être jaunes, blanches, je ne sais pas, vertes? Non, un phare vert, c'est la lumière, non. Ouais. Phare vert, bleu. Bon, d'abord, oui. D'abord, quand je suis retourné au code de la route, code de route, bon, ils ont précisé les couleurs. Donc, quand on parle des phares, les feux de route qui éclairent à 100 mètres, il y a deux sortes, la blanche ou la jaune. La couleur blanche ou de couleur jaune. Okay. De même pour les feux de croisement, appelés codes. Même chose pour les veilleuses. Maintenant, c'est seulement les clignotants. Les feux de changement sont de couleur orange, les clignotants de couleur orange. Maintenant, quand je me suis aventuré vers nos amis de réglementation des feux au niveau de la prévention routière, eh bien, ils ont dit, qu'est-ce que le code de route nous a dit? Il a nommé les couleurs. Quand on commence par voir ces couleurs imaginées par les couleurs fashion. Voilà. Des fois, vous allez voir qu'au moment où ils allument, il y a trois couleurs qui se prennent. Plus la bleue. Alors que si vous voyez même la couleur bleue, ça éblouit plus. Si on parlait de là, donc, que c'est bon. Ils n'ont pas de truc là de test en tant que tel pour me dire, mais c'est pas dans le code de la route. Donc, du coup, c'est pas réglementé, c'est pas. C'est fantaisiste. Voilà, c'est de. Alors, je peux acheter un phare, parce qu'il y a même des phares rouges. Hein. J'ai vu des BM, ils mettent des phares rouges. C'est eux-mêmes qui le font. C'est pas jaune. Hein. Ça, je vous dis rouge là, c'est rouge comme la jupe de l'orange. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez voir que des fois, quand les gens allument, vous allez voir les trois couleurs. Vous allez avoir la blanche, la jaune et rouge. Les trois s'allument sur un ton comme ça. Et ils ont les mêmes choses pour les feux stop. Quand ils mettent le pied sur le frein, vous allez voir qu'il y a des et des petites lumières, des gens, c'est comme les guirlandes de Noël. Voilà, et ça change comme ça. Or, c'est des feux créés par où, bon, que les jeunes... Les feux là, sur une voiture, ça sert à quoi, en fait? Phare et tout ça, ça sert à quoi? Quand on parle des phares... Je suis bête, oui, je vais demander. Voilà, quand on parle de phares, au feu de route, ça c'est... Bon, on sait que c'est la nuit qu'on va les allumer. Maintenant, pour les phares, c'est un milieu non éclairé. La nuit, quand on est sur les grandes routes, il n'y a pas de poteaux, de trucs là. Là, vous êtes en feu de route. Non, ça veut dire que quand il y a même... Donc, quand c'est éclairé, je peux ne pas allumer mon phare? Quand c'est éclairé, là, vous allez utiliser les feux de croisement ou les veilleuses. Voilà. Donc, parce qu'avec les phares, ça éblouit. Donc, c'est pour ça que là, vous essayez de voir la route bien. Et là, vous pouvez y aller. Quand vous allez faire des actions de croisement, au moment où il y aura une voiture qui vient en face, là, vous changez. Vous devez être en feu de croisement. Pour ne pas éblouir celui qui vient en face. Et quand vous êtes sur le point, quand vous êtes sur le point de faire un dépassement aussi, vous êtes en feu de croisement. La voiture qui est devant vous, c'est elle qui sera en feu de route. Et quand vous serez à son niveau, là, le chauffeur là change le feu de croisement, le feu de route en feu de croisement. Et là, vous changez pour vous le croisement en feu de route et vous continuez. Donc voilà le rôle normalement donné pour les feux. Maintenant, c'est les deux couleurs, que ce soit jaune ou blanche. C'est les deux couleurs. On va nous faire voir les deux couleurs. Maintenant, vous allez voir que... Peut-être que ça dépend du jaune aussi et du blanc aussi. Eh bien, oui. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le blanc ou le jaune? Certains jaunes deviennent verts, je ne sais pas. Parce que si on ne sait pas ce qu'on appelle jaune, et puis vous envoyez des phares en circulation, des phares colorés façon là. Bon. Je pense que généralement c'est soit jaune ou soit blanc. Vous n'avez pas vu rouge. Vous n'avez pas bleu. Bleu. Je te dis les bleus même là. Il y a rouge, il y a vert. Il y a un genre de bleu même. Si tu prends ça. Et surtout c'était deux roues là.
Ils on mettent parle de des véhicules. guirlandes même partout. Sur la moto, sur les routes. C'est pas encore une infraction. Là, ça, c'est des veilleuses, c'est pas des phares. Ça n'éblouit pas systématiquement. Il y a des phares, quand tu allumes, tu dis phare rouge, bleu. Mais même les voitures avec les LED maintenant, Voilà. les lumières là, il y a des jaunes et des blanches aussi. Mais je n'ai pas vu encore une voiture qui se respecte qui est venue avec ce genre de phare. Je causais avec quelqu'un et qu'on parlait de ça. Et il me dit, lui c'est tout juste pour me taquiner, j'ai compris. Il dit, quand sur le tableau de bord, pour les signaux, pour les feux, vous allez voir que pour les phares, c'est de couleur bleue. Quand vous allumez les phares sur le tableau, oui, bleu, il me dit, ben, comme c'est bleu, ben, je peux mettre un truc là sur la voiture, un feu bleu. Il dit ça pour rire, mais peut-être que c'est ce que c'est. Peut-être, voilà, je me suis dit, bon, là, sur le plateau, je vais en parler. Il dit, bon, comme c'est sur le tableau, quand vous allumez le feu de route, ça s'allume sur le tableau bleu. Donc, pourquoi pas ne pas mettre un feu bleu? En même temps. C'est tout. Comme ça, il sait. Tu vois? Donc, voilà la mentalité de certaines personnes concernant le feu. Tu vas pas étonné, Elise. Ah ben, qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, je sais pas. J'ai les lames qui me coulent. Il faut que je nettoie mes lames. Voilà. Non, donc, sérieux. Non. Just serious. Quelqu'un peut penser qu'on dit ça comme ça, genre, non. Non. sur le tableau. Peut-être que le problème aussi, c'est que les routes sont éclairées. Non, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin vraiment de la lumière. Parce que je me dis, si dans un coin où il n'y a pas de lumière, le bleu là, est-ce que ça peut est-ce que le bleu là peut éclairer la route du conducteur? Je ne suis pas. pas... C'est le Togo qui avance et puis toutes les routes sont éclairées. Et puis on n'a plus besoin vraiment le bleu ne peut pas éclairer comme le bleu, le rouge. Le rouge là également, le rouge ne peut pas éclairer. Ce qui veut dire que l'autorité, on ne peut pas sanctionner des gens qui ont des phares comme ça, fantaisistes, parce qu'il n'y a pas de texte qui impose une couleur. Là, ils peuvent en venir à ça. Le fait qu'on en parle actuellement, concernant ça, bon. Et parce que ça peut créer d'accidents. Des fois, quand vous voyez la couleur bleue sur certaines, sur d'autres couleurs, ça change. Si vous faites projeter la couleur, une lumière bleue sur certaines, sur d'autres couleurs, trucs là, vous allez voir que ça joue un peu de trucs là. Maintenant, vous mettez ça sur une voiture et vous êtes sur la route. Alors que des véhicules ont des couleurs et que quand ce bleu j'aille sur ces voitures-là, vous allez voir que ça peut jouer. Du coup, bon, si les autorités cherchent à comprendre ça, et ils peuvent créer des lois pour ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de test. Hein. Oui. J'ignore précisément quels sont les tests concernés, mais je suis certain qu'il y a des tests qui prévoient l'utilisation des phares standards. Dans le code, c'est jaune et blanc, non? Oui. Dans le code global, c'est jaune et blanc. Quand c'est dit clairement, on n'a pas besoin de dire les jaunes sont les bleus sont interdits, les rouges sont interdits, c'est suffisant. Il faut utiliser les phares standards. À partir du moment où vous faites modifier la couleur de vos phares, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous conformer à la loi et vous vous exposez à la sanction. Je pense que c'est plutôt le rôle de la division de la sécurité routière, de pouvoir rappeler, rechercher ces faits-là et de pouvoir les sanctionner. Non, parce que c'est pas comme si on n'est pas jaloux de vos couleurs. Hein. Ils mettent en danger la vie de plein d'usagers de la route avec ces phares-là. Ils ont en danger de la vie de tout un chacun. Ça craint quoi. Oui. Donc on avait dit normalement que les phares, ça sert à voir la nuit. Non? Oui. Sur longue distance et en milieu non éclairé. Maintenant, vous mettez des ampoules bleues et je me demande si est-ce que vous regardez loin, est-ce que vous pouvez atteindre la distance là demandée. Les 100 mètres, vous allez vraiment voir avec la couleur bleue sur une distance de 100 mètres. Si la personne te dit qu'elle peut voir. Maintenant, le problème, c'est l'effet que ça fait pour l'autre passager qui vient en face. Ouais. L'effet que ça fait. Parce que pour des gens qui mettent des trucs comme ça, ça poursuit la logique et ça ne respecte pas forcément les feux de route et les feux de croisement. Donc tu reçois ça en feu de route, mais là dans les yeux, ça t'éblouit proprement. Et déjà que la lumière blanche et jaune, même tu la reçois dans les yeux, en feu de route, c'est pas évident. Et si tu dois recevoir les bleus et les rouges, mais les rouges. Vous allez voir aussi que ça, sur la pare-brise même, la couleur, sur la pare-brise aussi essaie de refléter d'une autre manière.
Oui, mais avec la couleur je bleue. me dis quand même que toute cette décoration lumineuse, c'est pour montrer le gabarit aussi, c'est pour ça peut contribuer à préserver les accidents aussi, c'est pour se signaler à celui qui vient en face également. Pour ce qui concerne les feux de gabarit, il y a certains véhicules qui ont ça. Et on exige à cela. Quand on parle des véhicules de transport de marchandises, des véhicules de plus de 2 mètres de large, de plus de 7 mètres de long, on exige à ce qu'ils ont les feux de gabarit. Maintenant, pour ce qui concerne le petit véhicule là, où est-ce qu'on va mettre les feux de gabarit? C'est ça, monsieur. Les feux de gabarit, je pense que c'est des feux aussi à faible intensité. Ça ne... Voilà. Non, ça n'éclaire pas, mais ça indique. Justement, ça ne va pas éblouir la vision de ça, c'est juste pour permettre à ce que celui qui vient, pour savoir que le véhicule en face, c'est un véhicule de transport de marchandises, de véhicule de quelle largeur pour voir le pourquoi faire le dépassement. On m'expliquait même que pour les avions, les feux qui clignotent, tout ça, c'est pour que en circulation, qu'un avion, tu vois la couleur gauche, il paraît que les ailes, il y a une couleur, il y a gauche, il y a bleu et rouge. Je ne sais pas, je ne veux pas me tromper à vous dire, le gauche c'est rouge, gauche c'est bleu. Mais il y a rouge d'un côté, bleu d'un côté. Et le rouge respecte une position donnée, le bleu aussi. Donc la nuit, un avion sur leur circuit, c'est fonction de la couleur que tu vois. Si tu le vois, le bleu de ce côté, tu sais si tu as l'avion en face de toi ou bien si tu l'as derrière toi. Voilà que également il y a des rouges, lumières rouges qui clignotent dessus. Toutes ces lumières, en fait, c'est pas de la fantaisie. Ce n'est pas fait pour décorer. C'est fait pour passer un message. Donc même les avions, des feux de gabarit comme ça pour indiquer le positionnement et puis la taille de l'avion. Ok, d'accord. Maintenant, on met ça aussi chez nous pour les voitures, pour les mêmes besoins, je ne sais pas. Ok. Mais vraiment, quand nous savons qu'une route est toujours divisée en deux sens. Il y a le sens aller, il y a le sens retour. Quand vous y allez, vous êtes dans la voie de truc. Et je ne pense pas que quelqu'un va circuler dans le sens inverse pour dire qu'il est sur sa voie. Et là, quand vous êtes dans votre voie et que la nuit, vous utilisez les feux qu'on exige. Maintenant, vous êtes sur votre droite, vous y allez et qu'on sait que la couleur blanche ou la couleur jaune pour les phares éclaire à 100 mètres. Le blanc même, il sait que c'est comme ça qu'il a fabriqué ses ampoules. Maintenant, le Togolais vient où c'est pas seulement le Togolais, l'Africain plus ou moins. Quelqu'un, il vient, il met la couleur bleue. Est-ce que la couleur bleue, l'ampoule bleue, a été fabriquée pour voir sur 100 mètres là, par exemple? Voilà. Est-ce que pour voir tout l'environnement, est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui peuvent se camoufler sous cette couleur et que toi, tu vas cogner sans savoir? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Alors, quand on fait les campagnes de réglage des phares, quand on y va, bon, peut-être que c'est à la prévention routière que la question sera la plus pertinente. Est-ce que je peux venir avec mon véhicule avec le phare jaune, bleu ou rouge? On va me régler ça ou bien on va me demander de changer l'ampoule? Bon, là, j'ai demandé à un ami qui travaille là-bas. Bon, il m'a dit, ils n'ont pas tellement tenu compte de ça. Ils essaient de régler. Oui, pour qu'on puisse avoir la position des phares, la position des feux de croisement. Donc, ils utilisent l'appareil pour régler, c'est fini. Ils n'ont pas à voir si l'ampoule est bleue ou bon, ils n'ont pas tellement tenu compte de ça. Bon. Et là, c'est là qu'il me dit, bon, qu'est-ce que... Moi, j'ai fouillé dans le livre de code, c'est les deux couleurs standards, comme on vient de le dire, que ce soit de couleur blanche ou de couleur jaune, c'est tout. On n'a pas parlé de vert, de rouge, de jaune, de vert, de bleu, comme on vient de voir, où on le voit actuellement dans nos circulations. Et vous allez voir que c'est bleu, c'est sur ces véhicules un peu en griffe chère, les BMW là, bon, je me suis dit que c'est pour faire un peu de... C'est fashion. Voilà. Sinon, je ne crois pas que... Je pense que c'est des gens qui doivent pouvoir se rendre aux campagnes de réglage de phares. Parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un va se présenter avec un phare bleu ou rouge et puis on va le laisser repartir tout en réglant. Puis la campagne, ce n'est pas l'autorité publique qui le fait, mais c'est une association, c'est un service qui n'a pas forcément droit de te dire change ton phare, qu'il fait quoi. Est-ce que ça ne se fait pas au niveau de la direction? Si on te le dit... au niveau de la direction de s'autoplaire. Justement, mais ces gens-là, est-ce qu'ils vont en visite technique? Normalement, quand ils vont en visite technique, ça devrait, mais si on les autorise à circuler, de quoi je me mêle moi? Je pense que c'est des gens qui ne vont pas en visite technique.
Parce que s'il se présente là-bas... Tu vois les gens avec chasuble, orange, vert, qui se quand ils viennent en visite technique, ils ne vont pas faire les réglages des feux. Ils vont directement pour la voiture et on contrôle si au niveau des feux, tout ça s'allume, si le feu fonctionne et autres. Et là, ça passe. Bon, c'est des rares personnes qui vont du côté pour les réglages des... Peut-être qu'il faut rendre ça obligatoire. Oui, là, oui, bon. C'est clair. Donc, la visite technique, c'est seulement le moteur et tout ça qu'on voit. On vérifie. Donc, et on passe la voiture. Bon, oui, vous allumez. On les allume pour voir si les ampoules sont grillées ou pas. Oui, mais non, c'est pas forcément pour voir la couleur. C'est pas forcément pour voir la couleur et tout ça. N'empêche, on voit la couleur tout de suite. C'est clair. Qu'est-ce qui empêche? Quand c'est rouge, bleu, là, voilà ce qu'on dit là. Des fois, c'est comme ça, hein, filmé. Mais quand on allume, les phares, ça sert à mieux voir et à être mieux vu par les autres usagers. Voilà, donc on a un feu de croisement là, qui éclaire à 30 mètres, comme je dis. Maintenant, voilà les phares. Maintenant, sur le tableau, ça s'allume en bleu. Ou bien en vert, des fois, ça laisse fonctionner. Les verts, c'est pour les autres. Ok. Pour ce qui concerne les feux de route, ça s'allume sur le tableau en bleu. Voilà, en bleu. Donc, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que le bonhomme me fait savoir. Comme ça s'allume en bleu sur le tableau, pourquoi ne pas mettre des ampoules bleues? Le blanc qui a créé la voiture, il a fait, ça s'allume sur le tableau en bleu, mais il a fait la lumière en blanche ou bien en jaune. Comme c'est lui, il ne peut pas créer voiture, mais il peut adapter là. C'est pour ça qu'il met. Voilà. Bon, on n'a pas de neige, monsieur. Voilà. C'est à ça que servent les phares, normalement. Voilà. C'est un petit récapitulatif, un petit cours qu'on fait. Quand on roule, normalement, c'est en feu de croisement qu'on roule. Pour voir à 100 mètres. Voilà, c'est tout ce que M. Guéli disait, ça. Voilà. 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 Donc on n'allume pas les feux là. On va suivre le petit cours là. Qui récapitule un peu tout ce dont on parle là. Les brouillards, oui, on n'est jamais... C'est pas obligatoire. C'est en cas de brouillard. Ouais. Forte pluie. Ils peuvent remplacer les feux de croisement ou les feux de route ou être allumés simultanément avec ces feux. Une voiture doit être équipée d'un ou deux feux de brouillard arrière qui doivent être allumés obligatoirement en cas de brouillard ou neige si la visibilité est inférieure à 100 mètres. Par forte pluie, les feux de brouillard arrière doivent toujours être allumés, contrairement aux Pays-Bas où cela est interdit. Lorsque vous vous arrêtez ou stationnez sur la chaussée ou sur l'accotement entre la tombée et le lever du jour, et en toutes circonstances, quand la visibilité est réduite à moins de 200 mètres, alors vous devez allumer à l'avant un ou deux feux de position blanc ou jaune et à l'arrière un ou deux feux rouges. Si vous vous arrêtez ou stationnez en cas de brouillard, neige ou forte pluie, vous pouvez utiliser les feux de croisement ou les feux de brouillard avant, mais ce n'est pas obligatoire. En agglomération, vous pouvez remplacer les feux de position et les feux rouges arrière par un feu de stationnement quand le véhicule est rangé parallèlement à l'axe de la chaussée et qu'aucune remorque n'y est accouplée. Seul le feu de stationnement qui se trouve du côté de l'axe de la chaussée peut être utilisé dans ce cas. Vous ne pouvez allumer simultanément vos 4 feux indicateurs de direction que lorsque votre voiture est en panne ou pour avertir les conducteurs venant en sens inverse d'un accident, un embouteillage ou une charge tombée sur la chaussée. Le conducteur d'un autobus scolaire allume les 4 feux indicateurs de direction quand il embarque ou désembarque des enfants. Certains conducteurs allument leurs 4 feux indicateurs de direction quand ils ont mal garé leur véhicule. Mais de cette manière, ils commettent une infraction supplémentaire. Une voiture a des feux indicateurs de direction à l'avant et à l'arrière. Nous apprendrons quand et comment les utiliser dans une leçon suivante.
Il a parlé de jaune et de blanc. Voilà, il a parlé de jaune et de blanc. Il a précisé jaune et blanc. Comme quoi, c'est jaune et blanc. Ce n'est pas nous qui inventons le jaune ou bien le blanc. Voilà, donc c'est les deux couleurs standards prévues par le code de la route. Voilà. Même les voitures nouvelle génération, tu vas acheter ta voiture maison aujourd'hui, même si c'est bien designé, tout ça bien dessiné, c'est souvent blanc. Et c'est peut-être les feux de direction qui sont en jaune, dans une couleur qui diffère, mais sinon c'est blanc, jaune, Voilà. bleu, rouge et vert là. Moi j'ai vu le vert derrière, je voyageais la semaine, j'ai vu il était vert, un gros véhicule, feu arrière vert. C'est possible. Tu vois, je sais. Non, c'est-à-dire. Il vous a marqué, non? C'était peut-être. Non, il m'a bien marqué. C'était pour cela. C'était pour ça. Il savait qu'il allait me trouver sur la route, il voulait me marquer. Non, il veut marquer l'objectif est atteint. ce qu'il croise. Sérieusement, on a été bien marqué même. Donc, quand on est sur la route, on sait qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on partage la route avec d'autres personnes, qu'on n'en est pas les propriétaires. Et que tout comme on demande à d'autres personnes de faire gaffe et d'être vigilantes à ne pas nous créer des problèmes de la même façon, il faut que nous aussi, dans nos actes, nous soyons vigilants à ne pas causer des problèmes à autrui. Bien, M. Guéli, c'est globalement ça, non? Oui. Tout à l'heure, on nous a bien précisé, les feux s'utilisent pour bien voir et se faire voir. Donc, si nous créons... J'ai eu tout de suite une idée concernant... Vous connaissez la partie sur les feux arrière où on appelle catafaute ou catadioptre. C'est des parties des feux qui sont reflétés quand vous projetez. Voilà. Mais quand vous projetez la lumière, voilà. Donc quand vous projetez les phares de couleur blanche ou jaune, ça reflète correctement. Mais je me pose maintenant la question encore concernant la couleur bleue. Bleu, rouge. Là. Voilà. Sur les réflecteurs là, est-ce que ça peut vraiment refléter? Je n'ai pas fait l'analyse, je n'ai pas cherché à voir, mais il faut qu'on essaie d'avoir une idée concernant ça. Nous qui mettons les couleurs bleues sur nos voitures là, et que nous allons projeter nos lumières, surtout les feux de route, sur d'autres véhicules qui sont devant nous, et que concernant les cataphautes ou les catadioptres, est-ce que les bleus peuvent permettre qu'on ait une idée sur l'engin qui est devant nous? Devant nous, voilà. C'est cela, oui. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Oui, c'est vrai, c'est bien de faire le design, mais il faut faire gaffe, beaucoup gaffe. C'est la sécurité de vous et de tout le monde qui est en jeu. Et on va finir avec ce avec quoi on a commencé. Monsieur Gérard Elim, qui est juriste, il boit beaucoup de jus. On fait le jus de quel fruit? Comme moi. C'est un juriste bissap. Merci de nous avoir apporté toutes ces informations sur cette affaire de sextape des enfants qui ont été condamnés. Mais vous, en tant que juriste, oui, bon, vous, c'est quand la loi s'applique que vous êtes content. Mais au-delà de cette condamnation, comme on dit, on devrait accompagner ces enfants. Hein, ou bien? Oui, véritablement. Puisque les parents, comme vous dites, ils ne peuvent pas aller faire la peine à la place des enfants. Oui, je l'ai dit, ce n'est pas une fin en soi. Je pense qu'ils peuvent se ressaisir et revenir sur le bon chemin. Il appartient aux parents en premier de pouvoir les remettre sur les rails, d'autant plus qu'ils ont été condamnés avec sursis, donc ils ne vont pas faire la prison. C'est une chance. La clémence du juge, il faut le dire, peut-être qu'elle est justifiée par la crainte de ce que les enfants pourraient devenir s'ils font un séjour là-bas. Ouais. Vraiment, tout le monde, on y a pensé que si on les envoie là-bas, école de formation. Ouais. Donc, je pense que c'est une chance. C'est une chance qu'ils ont eue. Et il faut maintenant la saisir pour se rattraper et demain pouvoir se rendre utile pour la nation. C'est clair, c'est clair. Avec l'aide des parents, ne les stigmatisez pas. Que ce soit leurs propres camarades en classe, à l'école. Il ne faut pas refuser de faire les groupes de travaux avec eux parce qu'ils ont été condamnés. Il ne faut pas les regarder bizarrement en récréation. Parce que c'est pour vous, on n'a pas encore vu. C'est pour eux, on a vu. C'est pour eux, on a vu. Donc, ne vous estimez pas hors de cause ou bien plus clean, plus propre que les... Voilà quoi. Pour eux, on a vu. Pour vous, on n'a pas vu. Donc, soyez cléments. Essayez de les accompagner, d'être ensemble avec eux pour revenir sur le bon chemin. Aussi bien en milieu scolaire, les camarades que les encadreurs.
et en milieu familial, les parents, les voisins, tout le monde. Ne stigmatisons pas ces enfants du tout. Ça ne leur rendra même pas un petit service. Soyons dans la dynamique du juge qui leur a accordé cette clémence, cette chance de se reconstruire. Restons dans cette dynamique du juge là et puis on aura sauvé des citoyens dont le Togo a besoin demain pour se construire. Voilà. Allez, on va finir en rappelant... Les feux? Non. Quoi, les feux? Si on finit une émission sans parler de Covid. Ah, la Covid, oui. Alors, les gestes, quand... Bon, avant les gestes barrières. Si vous permettez, c'est peut-être l'occasion de dire merci à Maître Alagbé du greffe correctionnel qui s'est rendu disponible pour mettre à ma disposition toutes ces informations relatives à la procédure et à la condamnation de ces élèves. Donc, merci Maître Alagbé et puis merci à tout le personnel du greffe correctionnel. Super. Merci beaucoup. Merci pour la collaboration. Ils ont compris que c'était pour faire un travail pédagogique, pour éviter... Ils ne sont pas très heureux de gérer ce genre de cas chez eux là-bas, je me dis. Ils auraient tellement voulu ne pas avoir à gérer des choses comme ça, que tant qu'on peut en parler pour que ça n'arrive pas. Mieux même, c'est un poids pour eux, parce qu'à force d'être confrontés à ce genre de situation... on est humain, quoi. Justement, donc on a peur pour ses enfants. On a peur pour ses enfants aussi, c'est clair. Merci pour tout. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter le coronavirus? Il paraît que c'est mardi le CEPD. Allô? Ah bon? C'est moi qui me trompe? Ou bien c'est blanc? C'est d'être blanc. Quelqu'un me disait... Parce que je crois que c'est vers mi-août. Ah bon? Ça démarre normalement dans 2 semaines. Ou bien peut-être que c'est blanc. N'empêche, même si c'est blanc mardi, on va faire une petite révision coronavirus demain pour les élèves. Petite révision coronavirus. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter le coronavirus? Coronavirus, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'éviter? Les gestes barrières. Oui, c'est quoi? Quand on parle de gestes barrières, tout le monde pense que les gestes barrières c'est quelque chose. Mais c'est pas quelque chose, c'est un ensemble de choses. Alors, un ensemble de choses dont porter toujours son masque. Pas porter toujours, hein, parce que les gens portent vraiment le masque. Les gens portent le masque pour monter correctement. Porter régulièrement son masque. Quand on porte le masque, oui. Oui, se laver les mains tout le temps, éviter de tousser dans la main, ou en tout cas à bout portant. Voilà. Tousser toujours dans son coude. Et voilà, éviter les embrassades. Éviter de dire bonjour au virus. Oui, parce que quand on dit bonjour à l'autre, c'est au virus qu'on dit bonjour. Ça m'étonne encore qu'il y ait des gens qui n'ont pas encore pris l'habitude de ne plus saluer les gens. Parce il y en a qui facilement tendent la main pour... Moi, il y en a qui m'a surpris, qui m'a fait la collade de la fois dernière. Et puis c'est un peu grand que moi. Donc, non, le corona, je pense que le plus souvent, quand quelqu'un tend la main, il vaut mieux peut-être lui tendre le coude. C'est clair, et la personne comprend mieux. Et ça empêche la frustration. C'est ça, c'est ça. Se laver régulièrement la main. Oui, M. Guéli? Ne pas oublier la distance entre deux personnes en train de causer. Oui, bon, ça à la maison, sur votre lit, je ne sais pas comment vous pouvez... c'est une autre part de moi. Mais non, on rigole. En public, c'est vrai, éviter trop la proximité, les jeux qui induisent beaucoup de promiscuité, ludo, dames, les cartes, parce qu'on partage toujours la même chose, mais les gens sont toujours là-dedans. Les gens jouent toujours à ça, mais bon. Tant pis, tant mieux. Heureusement, les frontières aériennes sont ouvertes dès ce jour. On pourra voyager, on pourra aller loin à Cotonou. Loin à Accra, par exemple. Merci d'être passé. Merci d'avoir été avec nous depuis 8 heures. On va se retrouver demain à partir de 8 heures pour une nouvelle émission. Passez un très bon samedi. Dans la suite de la fête, suite de Tabaski. Tabaski suite. C'est aujourd'hui même la fête ou bien? Aujourd'hui même là. C'est aujourd'hui même avec les invitations. Allez, au revoir. Et on a tué. On a préparé. On a tué hier, ça reste. Voilà. Ça reste. Aujourd'hui, on va préparer. On va préparer, on va manger. Agbamela sitoyo pleno, yatamile benamia dokiwo, esia elevenie. L'orchestre Happy Brothers
à l'attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese. Babana the woman na sumutu wejena. Babana the woman na sumutu wejena. Nazama maraya amala mama madini. Nazama maraya amala mama madini. Ya yele ya yele ya yele 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 ya yele. Ya yele, ya yele, 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 ya yele, 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 ya yele, yele, ya yele, 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 ya yele, yele.